en tant que régionaux du centre. Et c'est à ce titre, bon, il y a évidemment une confusion, étant donné que nous sommes membres du G27, mais nous avons davantage été invités comme régionaux. Et ça nous a fait plaisir. Nous remercions d'ailleurs les membres du MRC qui ont bien voulu nous inviter. Nous sommes fiers d'avoir pris part à ce meeting qui a plusieurs enseignements dont on peut tirer plusieurs enseignements. La polémique sur le SDF tendance MRC ne nous dérange pas. On préfère être dans la tendance MRC que d'être dans la tendance RDPC. Vraiment, on n'a pas honte à soutenir ceux qui sont dans le vrai. On aurait pu soutenir un autre parti politique d'opposition qui avait cette envergure et qui a cette ambition. Pour le moment, nous ne reprochons pas grand-chose au MRC. Voilà pourquoi nous avons accepté cette invitation. Et quel enseignement tirez-vous justement de ce meeting? D'abord, le premier enseignement, c'est que le MRC peut encore mobiliser des foules. Contrairement à ceux qui le traitent d'un petit parti, il peut mobiliser des foules. Deuxième chose, c'est que, et on nous l'a rappelé lors de ce meeting, que depuis 12 ans, depuis la création du MRC, en dehors des périodes électorales, c'est la première fois qu'il obtenait un récépissé de manifestation ici à Yaoundé. Pour nous, c'était quelque chose d'intéressant. Maintenant, dans le fond, dans le discours de Maurice Kamto, il y avait de la substance. De la substance parce qu'il a évoqué plusieurs problèmes, les problèmes sociaux. Et les populations, je pense, et les militants ont aimé. C'est-à-dire, quand il revient sur la montée des prix, il cite le riz, l'huile, tout ce qui augmente là. Je crois que c'est un discours qui est passé. Maintenant, lui et moi, nous avons la divergence sur l'option, et je comprends, c'est un peu la politique, l'option de la prise du pouvoir par les urnes. Oui. Par les urnes. Vous savez que depuis un certain temps, moi je suis diamétralement opposé à cette vision qui est aussi bien dans le SDF que dans le MRC, où de façon nonchalante on dit qu'on peut prendre le pouvoir au Cameroun par les urnes. Je suis désormais opposé à cette option parce que tel qu'on a la configuration actuelle du pays, tel on connaît la voracité du parti au pouvoir, tel qu'on analyse la technostructure aujourd'hui de l'État et de ceux qui sont dans le circuit électoral, il ne faut pas rêver un seul instant que ces gars vont vous laisser prendre le pouvoir par les urnes. Et donc c'est sur ce point que je suis vraiment opposé au MRC et à plusieurs partis politiques. Je sais que de façon publique, on ne peut donner ce discours. Mais dans les faits, en réalité, le pouvoir a embrigadé les élections et aucun parti à l'heure actuelle ne peut gagner le pouvoir par les élections. On peut avoir quelques sièges parce que la bêtise, et je parlais même de la bêtise, de nous dire comment l'UNDP fait dans le Nord, comment l'UDC fait dans le Nord, oui. Ou bien comment Joshua, ou bien l'autre ont gagné. C'est insensé de le penser, parce que effectivement on peut avoir 2 ou 3 sièges, on peut avoir 10 sièges, mais on oublie que quand le RDPC a déjà fait ses calculs et qu'il a déjà ses 150 députés, soit 50 avant l'élection et 120 mairies avant les élections, ils peuvent laisser 15, 10 députés, ainsi de suite, pour l'opposition. Et ce n'est pas ces 10, 15 ou 20 députés qu'on va dire que comment ils font pour gagner. C'est que quand il s'est assuré de sa majorité obèse
Après ça, il s'en fout du reste. Mais de façon globale, gagner une élection aujourd'hui, et je l'ai démontré à travers plusieurs schémas, plusieurs combinaisons, c'est un peu difficile. Donc globalement, le MRC a osé, c'est bien. Le MRC aujourd'hui est l'un des partis politiques qui peut encore réunir autant de personnes en période non électorale, parce qu'en période électorale c'est autre chose, parce qu'il y en a qui viennent là pour manger, boire et tout ça là, et ils vont de parti en parti. Vous allez voir le stade, il y a certains stades à Douala qui sont pleins à craquer, mais quand tu regardes le pourcentage de vote, parfois c'est des gens qu'on a simplement transportés. Bref, je dis, c'était une bonne chose, c'était un bon meeting. La polémique sur le nombre, sur le nombre, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Des gens se sont déplacés. Peut-être qu'ils n'étaient pas des millions, mais ceux qui étaient là ont vraiment manifesté leur amour à être là. L'OSDF était représenté, nous avons été là jusqu'à tard dans la nuit, et aujourd'hui on a quand même tiré des leçons et nous félicitons le MRC pour le travail qu'il a fait. Il faudra compter avec le MRC demain ou après-demain. D'ailleurs, les critiques qui viennent du pouvoir prouvent que le MRC aujourd'hui est un parti sur lequel le pouvoir, qui fait peur au pouvoir, et pour lequel je pense qu'il doit continuer à travailler. Maintenant, la dernière chose pour chuter, c'est que le MRC a aussi tendance à se culpabiliser. C'est-à-dire que dans les batailles, dans les affaires tribales, quoi. C'est-à-dire que vous voyez, on essaye de tout faire pour mettre les musiques du centre, les musiques du centre. Le leader essaye de parler en langue locale. Le leader essaie. C'est comme s'il y avait un souci à ce que tous les gars soient d'une même région, ou bien que tellement ils sont acculés par le pouvoir en face pour donner l'impression qu'ils sont un parti tribal, et ils sont obligés de tout faire pour qu'il y ait une autre connotation. J'estime que ceci, c'est un peu dérangeant. Il faut qu'il soit naturel et qu'il fasse les choses. On ne peut pas forcer, obliger les gens à être dans un parti politique. On a des fiefs. Si le fief est de l'Ouest, qu'on assume cela. Maintenant, à venir démontrer que bon, on va parler les Ewondo, on va parler de ceci, on met seulement les musiciens de Ewondo là et tout ça. Je dis, on aurait pu mettre un Mangambe là-bas et tout ça là. Que les gens n'aient pas peur des polémiques stériles. Voilà. D'accord, alors Thierry Dussu, nous avons vu les reporters de Info Matin, d'Info TV sur le terrain hier. Quel est le regard des journalistes sur le meeting qui s'est déroulé à Milton? Toujours, il faut parler un meeting du MSC à Yaoundé, c'était un événement, surtout hors de période électorale. Et comme on le sait, ce parti, depuis son existence, n'avait pas été autorisé à faire des meetings à Yaoundé. Donc, il y avait bien matière pour la presse à être présent là-bas. Bon, maintenant, tout le monde est d'avis. C'était un succès populaire. Et on peut également beaucoup faire des... Donc, je crois que je suis à l'antenne. Ah, tu as l'antenne, d'accord, je disais que ce meeting de la vie générale a été un grand succès populaire. On constate que le MSC et son leader peuvent encore attirer les fonds, et on constate que les Camerounais, on avait tendance à le dire avec beaucoup de précipitation, avaient tourné le doigt à la politique. Hier, on a vu tout notre visage du peuple camerounais qui est bien intéressé par le discours des politiciens, qui s'intéresse à la politique. Donc c'est cet élan hier que nous avons vu, nous de la presse, et que nous encourageons. Mais il y a également aussi une analyse que nous devions faire, ce meeting qui s'est tenu à Yaoundé. Je crois qu'on l'a souligné, depuis que le MSC existe en 2012, c'est la première fois qu'il est autorisé à faire un meeting à Yaoundé. J'ai bien dit autorisé. D'aucuns qui connaissent la barre me disent, mais attends, le meeting relève de la loi de 90 sur les libertés d'association, et pour le tenir, on a juste besoin d'adresser une demande, c'est un peu de déclaration. Mais nous savons tous au Cameroun que dans les faits, très souvent,
il y a des sous-préfets qui, pour eux, la loi parfois, parce que dans l'expression, ne veut rien dire. Donc, parfois, si le sous-préfet ne veut pas que vous teniez un meeting, il va l'interdire, il va pas vous donner le succès, il va l'annuler, il va faire ci. Et je crois que dans son discours, le président du MSC, Moïse Kamto, a souligné l'acte du sous-préfet de Yaoundé 6. Ouais. Il a même félicité solennellement cet administrateur civil. Donc, ce n'est pas qu'il ne faut pas la légère. Donc, il faut dire qu'au Cameroun encore, pour que les partis d'opposition s'expriment, ce n'est pas évident. Et nous sommes au XXIe siècle. Et observons également que le MLC est un parti d'opposition, mais ce n'est pas un parti comme les autres. Nous savons tous que le MLC dans ce pays, et bon, il y a d'abord eu le boycott des élections, mais je veux aussi dire que c'est un parti que beaucoup craignent, surtout du côté du pouvoir. Et c'est un parti même qui a favorisé... Pourquoi le pouvoir craint-il le MSC? Je suis en train d'expliquer parce que c'est un parti, le MSC, surtout son leader, Moïse Kamto, qui a favorisé la carrière de bien de personnes dans ce pays. Donc au Cameroun, on a le sentiment que lorsque vous tapez fort sur Moïse Kamto, vous pouvez être nommé directeur, vous pouvez même être nommé ministre délégué, vous pouvez avoir une ascension sociale. Vous avez des cas illustratifs à présenter? Non, c'est pour dire que c'est un parti qui ne laisse pas indifférent le pouvoir en place. Il faut le reconnaître. Et pour la démocratie, c'est bien que le pouvoir en place soit revenu à de meilleurs sentiments. Je pense que si on veut faire une analyse poussée, on a l'impression que le régime en place est en train de changer de stratégie politique. La stratégie qui consistait à interdire systématiquement les rassemblements de l'opposition, la stratégie qui consistait à présenter l'opposition comme les agents de transition du Cameroun. Je crois que cette stratégie est en train d'être abandonnée par le régime et ceux qui étaient les acteurs de cette stratégie, je pense qu'ils sont en train de vitesse. D'ailleurs, on ne voit plus trop le ministre de l'administration territoriale ces derniers temps. Je crois que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était lorsqu'il fallait remettre les clés des véhicules sous-préfet. Oui. Or, on sait tous qu'il y en a qui, donc on peut dire que leur maintien au gouvernement dépendait de leur capacité à affronter le MSC, à faire des conférences de presse fiévreuses sur ce parti-là et son leader. Donc la grande observation, c'est que le régime en place a compris que mieux vaut avoir une opposition non armée que d'avoir fait des bandes d'armées radicales, que l'on ne peut pas contrôler. Je crois que c'est une sagesse qu'il faudrait encourager. Parce que le fait que le MSC puisse tenir un meeting à Yaoundé, après en avoir tenu à Borsam et à Douala, et à Konsama, je crois que ce n'est pas rien. Je pense qu'il y a des gens là du côté du pouvoir, certaines tendances à la détente. Et ce pays en a grand besoin. Donc je crois qu'il faut encourager cela. Il faut laisser l'opposition s'exprimer. Les sous-préfets maintenant, je pense qu'ils ont compris que les partis d'opposition doivent s'exprimer. En haut lieu, celui qui veut sauvegarder sa carrière ne doit pas toujours le faire au détriment des libertés publiques, au détriment des libertés de rassemblement, c'est-à-dire en taisant les marges d'opposition. Il faut maintenant comprendre que le message que le meeting MSC a été, qu'on peut tirer de là, c'est qu'aujourd'hui, il faut penser que cette scène politique camerounaise a besoin du RDPC, bien évidemment, mais pas que du RDPC, il y a également besoin des partis d'opposition. Je pense ici au PCLN, je pense également au SDF. Je pense au MSC également, je pense à bien d'autres formations politiques d'opposition qui, et je sais tous que le meeting fait partie de l'activité politique d'un parti. Donc de temps en temps, un parti doit réunir ses membres, doit aller à la rencontre du public, et c'est ça le rôle du meeting. C'est-à-dire aller à la rencontre de la population, et c'est ce qui s'est passé hier. On a vu des gens qui ne sont pas du MSC, qui sont venus. Je crois que c'est ça. Parce que c'est mieux que les opposants, comme Moïse Kamto, qui ont pris le choix des villes. Et qu'il y a eu boycott, on a été hier, on a semblé voir un regret de ce leader qui s'est trompé de stratégie. C'est normal, c'est un être humain. Et on l'a vu, et on l'écoute depuis déjà des mois, appeler ces militants et appeler ceux qui veulent le changement. Je ne sais pas ce qu'il met dans le changement. Appeler ces gens-là à s'inscrire sur la liste électorale en vue des prochaines séances qui vont se tenir. Donc je crois que c'est déjà mieux comme ça. Et je pense que c'est mieux pour le pays tout entier
d'avoir affaire à des opposants comme ceux-là, qui ont plus le choix des urnes, que de laisser les populations avoir pour interlocuteurs, si ce n'est pas le pouvoir, c'est les bandes armées, c'est les ambazoniens, parce que quand vous allez sur la toile, dans certains sites, vous voyez bien qu'il y a un discours de rupture, un discours, pas de rupture, un discours de division, un discours de haine qui se propage. Et ces discours sont tenus pas souvent par ceux qui veulent vraiment la dislocation du Cameroun. Donc je pense qu'aujourd'hui le gouvernement a mieux compris que c'est mieux d'avoir face un opposant qui parle d'élections, qui parle des urnes, qui critique le gouvernement, puisque c'est ça le rôle du gouvernement, que d'avoir face quelqu'un qui dit que l'Amazonie doit être un État, il faut la sécession. Donc aujourd'hui, je suis très heureux en tant que citoyen d'avoir tout ce passé hier, pas parce que c'était le MNC, parce que c'était un parti d'opposition. Et quand l'opposition a le droit de se mouvoir dans un État, c'est une bonne chose pour la démocratie. Et au regard du contexte, je crois que ça peut participer à la détente. Parce que le pays est un peu sous tension. On a des gens qui sont un peu fâchés, très fâchés même. La vie est devenue chère. Je crois que Moïse Kamto l'a relevé dans son discours. La vie est devenue chère et je pense que le gouvernement a vraiment compris qu'il faut laisser les Camerounais respirer. Il faut laisser les Camerounais s'exprimer, il faut laisser l'opposition aller à la rencontre des Camerounais. Parce que comme on dit souvent, on n'ajoute pas du feu sur le feu. Et ce qui s'est passé hier, c'est une bonne stratégie. Je félicite vraiment à mon niveau aussi ce sous-préfet. Et par-delà lui, je félicite ceux qui en haut lieu lui ont donné les hautes instructions, parce que nous sommes au Cameroun, nous savons tous comment ça fonctionne. Donc je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là, qu'on laisse l'opposition s'exprimer, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, et qu'on laisse les Camerounais aller à la rencontre des opposants, ceux qui le veulent, et je voudrais féliciter vraiment l'attitude de force de l'autre. Je n'y étais pas, mais j'ai vu les images. Et j'ai également vu les photos. J'ai vu que nos forces de l'ordre ont du savoir. Elles savent encadrer une manifestation. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat là-dessus. D'ailleurs, depuis Bafoussam et Gorsamba, on voit comment nos forces de l'ordre font preuve de maestrat dans l'encadrement des meetings politiques. Donc je crois qu'il faut qu'on poursuive dans cette lancée. Aujourd'hui, le pays je veux dire qu'il faudrait que nous poursuivions dans cette lancée. Aujourd'hui, tous les Camerounais n'ont pas seulement obligation à être du RDPC, il y a d'autres partis d'opposition et le RDPC n'a pas l'apanage de meeting politique. Je pense qu'il faut également que l'opposition aille. Et je crois qu'avec ce que nous observons là, c'est une bonne chose. Nous félicitations beaucoup à ce secrétaire, je me répète peut-être, mais c'est très important de se respecter dans cette circonstance-là, surtout quand nous sommes journalistes et nous réclamons l'accès à l'information. Ce meeting-là, c'est également sur l'information pour la presse. Et bien évidemment, félicitations également aux forces de l'ordre. Vous savez qu'entre les forces de l'ordre et les journalistes, parfois, c'est pas le grand amour, mais je crois que nous ne sommes pas ennemis pour autant. Donc hier, vraiment, ces forces de l'ordre ont fait honneur au Cameroun. Un conseil de félicitations. Alors, Massad Dessala, quel est votre commentaire sur la forme et le fond de ce meeting qui a été largement partagé sur les réseaux sociaux? Oui, je voudrais me rassurer que M. Thierry Djoussi n'est pas devenu le communicant du MSC. Parce que quand je l'écoute, j'ai comme l'impression que le MSC était très bien représenté par que Willy Mengen n'a plus besoin d'arriver dans ce studio. Parce que M. Thierry Djoussi fait très bien son travail dans ce studio. Il n'y était pas, mais quand je l'écoute, je ne vois pas l'objectivité. Vraiment, je cherche l'objectivité, mais c'est de votre droit aussi en tant que citoyen. Si vous êtes du MSC, ce n'est pas un crime, c'est normal, c'est un parti politique. Donc, quand je vous écoute, vos aspirations, moi j'ai l'œil et l'oreille politique. Excusez-moi, pas l'œil et l'oreille journalistique. Moi, c'est l'œil et l'oreille de l'homme politique qui m'a permis de déceler vos aspirations politiques ce matin. Mais je vous félicite pour cela. Vous savez, CGV Bikoy, moi je voudrais dire que aujourd'hui au Cameroun, nous n'avons pas vraiment besoin ou du temps pour des choses qui nous perdent du temps. Excusez-moi cette façon de parler. Je voudrais dire que le Cameroun a besoin de tous ses fils pour le construire. Si on part sur cette base-là, on va dire que c'est la même maison, les chambres sont certainement différentes. C'est tout.
C'est-à-dire qu'on a la même maison au Cameroun, qui a plusieurs chambres. Il y a des gens qui sont dans la chambre RDPC, d'autres sont dans la chambre MRC, d'autres sont dans la chambre SDF. Le même discours que j'ai tenu pour le SDF tout à l'heure, c'est le même que je tiendrai pour le MRC, si le MRC demain se retrouve dans la situation du SDF aujourd'hui. Parce que, quoi qu'on dise, le MRC reste un parti politique qui a son idéologie, qui a ses stratégies, Nous ne sommes pas d'accord, évidemment. Si j'avais été d'accord avec eux, je serais au MRC. Je suis au RDPC parce que l'idéologie, les méthodes, la façon de faire du MRC ne m'ont pas convaincu. Voilà pourquoi je suis au RDPC. Parce que l'idéologie, la vision, les méthodes, la façon de faire du MRC me conviennent. Alors, quand on passe sur cette base-là, il ne faut pas que certains donnent l'impression qu'il y a des Camerounais qui ne méritent pas leur camerounité simplement parce qu'ils ne sont pas de l'opposition. Être de l'opposition ne fait pas de vous un super Camerounais, un super patriote, celui qui aime trop le Cameroun, celui qui est trop sérieux, celui qui dit trop la vérité, celui qui est un saint, celui qui est parfait. Attention, ce n'est pas parce qu'on est du RDPC qu'on cesse d'être Camerounais selon certains et que tout ce qui vient de là est vraiment à jeter. Non, du tout. Mais bien au contraire, il faut que les gens aient l'esprit de conciliation et de consensus. Voilà pourquoi moi je dirais toujours qu'on ne peut pas faire la démocratie sans les démocrates. Comme on ne peut pas construire le Cameroun avec des gens qui divisent à tout moment. Donc, l'OMRC, moi j'ai écouté sur la forme. Vous voyez que le président du MRC avait besoin d'une tribune comme celle-là pour s'exprimer, pour s'agresser à ses militants, pour s'agresser à ses sympathisants, pour s'agresser à ceux-là qui ont laissé leurs activités pour venir l'écouter. Il avait besoin de cette tribune-là. Vous voyez? Parce que quand je prends sur la forme, je vais vous dire que j'ai regardé sur la forme, il a élaboré sur près de 30 paragraphes. Oui. C'est un discours volumineux. C'est un discours, il a voulu balayer toute l'actualité. Il a voulu dire des choses que depuis 2018, certainement, il n'a pas eu la possibilité de dire pour des raisons que nous tous, nous connaissons si nous sommes objectifs. Vous verrez que depuis 2018, il est arrivé à dire que les élections sont passées, qu'il faut tourner la page, il faut se relancer, il faut se remobiliser pour les échéances futures, pour les combats à venir. Ça, c'est le discours que nous attendions depuis 2018. C'est un discours que nous attendions. C'est un discours que nous autres, nous pouvons apprécier cette partie du discours en se disant que voilà un leader qui a compris que après 2018, beaucoup d'eau a coulé sur le pont MRC. Et qu'aujourd'hui, jusqu'à l'interne, il a perdu des cadres, on se souvient. Beaucoup sont partis parce que ces choix politiques, c'est leur stratégie, aujourd'hui, n'ont pas toujours été favorables aux aspirations individuelles qui constituent les aspirations collectives de tout le groupe de partis politiques. Il faut se dire que ce sont des hommes individuellement qui constituent un groupe qu'on appelle parti politique. Alors, si ce sont des hommes qui constituent un groupe, chaque militant vient avec ses aspirations, quoi qu'on dise. Alors, c'est l'ensemble de ces aspirations-là, conjuguées, mises dans un carcan qui constitue l'idéologie et les aspirations globales du parti politique. Ils ont fait des choix que certainement ils assument et assumeront. Et qu'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas toujours été parfaits. Contrairement à ce que ceux qui croient beaucoup les défendre prennent comme position, comme mon grand frère Thierry Djoussi tout à l'heure. Vous croyez aimer le MRC plus que les MR6? Je ne suis pas très sûr. Parce que même le leader du MRC, moi j'ai écouté son discours, lui-même a reconnu certaines erreurs qui ont été commises. Et il avait l'ambition, hier, entre autres, de remobiliser ses troupes. Moi je crois que c'est une bonne chose pour le parti politique, remobiliser ses troupes. Il a fait une sorte de réconciliation avec lui-même, réconciliation avec certains de ses cadres, réconciliation avec l'État du Cameroun. Parce qu'auparavant, il a pris des options qui sont les options qui sont en dehors des options démocratiques. Il a reconnu, parce que le fait de dire aujourd'hui que j'ai aimé une phrase, il a dit une phrase,
que cet acte de l'autorité administrative qui incarne l'État, qui représente l'État dans la circonstance, c'est le visage de l'État quand il parle d'autorité administrative. Il dit que cet acte-là est une option qui redonne une nouvelle considération du MSC sur la scène publique camerounaise. Il a dit que ça symbolise une nouvelle reconsidération du MSC dans la scène publique, politique, publique camerounaise, ou de l'État, ou de la nation, ou du pays. Je ne sais pas quel terme exactement il est utilisé. Donc, pour vous dire quoi? Le MSC est resté dans une option. Et il dit ceci. Parti de boycott pour le boycott, du chassement, des marches pour aller déloger tel, pour bloquer, si on organise telle élection, il va faire ceci, il va faire cela. Il sort de cette option et vous dit, remobilisez-vous, inscrivez-vous sur les listes électorales, préparons cette année, 2024 ou 2025, il y aura une échéance électorale qui est la présidentielle. Nous avons raté, ils reconnaissent qu'ils ont raté en 2018 et qu'en 2025, ils doivent mieux se préparer. C'est républicain, c'est démocratique, c'est, je peux dire, un discours qui rentre dans le cadre de la République et de la démocratie. Donc, il n'est pas d'accord avec vous, monsieur Voum, lorsque vous dites que n'allons pas aux élections, prenons le pouvoir par d'autres canons. Le président Maurice Kamto du MST vous dit que lui n'est plus d'accord avec vous. Il sort de cette option dans laquelle vous avez voulu le conduire. Et nous étions là, en cette époque-là, depuis 2018. Ça ne m'a pas valu que des amitiés. Où nous disions au professeur Maurice Kamto que la voie démocratique est la voie que nous tous, nous reviendrons toujours. N'écoutez pas ceux qui vous amènent, ils veulent vous pousser à aller par la rue pour prendre le pouvoir. Qui vont vous faire laisser les élections de 2020, février 2020, où le MSC pouvait aller conquérir les parts de marché politique. Parce que la scène politique est une scène qui est parsemée de parts de marché. Le SDF en a conquis. Le SDF en a conquis à un moment donné de l'histoire. Le SDF en a perdu à un certain moment donné de l'histoire comme aujourd'hui. Donc, il faut laisser ce parti politique. Je ne sais pas si le SDF aime plus le MSC que les MR6. Laissez ce parti s'organiser. Moi, je préfère que le président de ce parti, comme il a donné le ton hier, comme il a donné le ton récemment, que le MSC ira à toutes les élections désormais, se prépare à aller aux élections. C'est leur cuisine, c'est leur stratégie. Je ne sais pas quel intérêt le G27 a à aller constituer, conseiller, soutenir certaines aspirations du MSC. Laissez ce parti faire ça. Vous avez tellement de problèmes au SDF que je pense que vous devez le faire. Et le RDPC aussi, voilà pourquoi nous n'avons pas le temps de venir conduire certains branches du SDF ou du MSC. Nous nous disons au MSC de rentrer dans les voies démocratiques et républicaines, comme il est rentré, préparer ces élections sereinement, parce que la bataille se fera dans les urnes. La bataille ne se fera pas sur Facebook exclusivement, elle se fera en partie, parce qu'il faut toujours mobiliser aussi et manipuler l'opinion, comme vous savez que c'est bien le faire les politiques, mais dans les urnes, sur le terrain, comme le MSC le fait, c'est déjà quelque chose. Et au passage, je voudrais féliciter mon ami Eric Diabon. Le nouveau secrétaire de la fédération régionale du centre. Vous voyez, c'est une image, c'est un symbole fort. Eric Diabon, qui, si nous écoute, je voudrais m'excuser solennellement parce que je n'ai pas pu honorer son invitation hier, parce que j'avais un enterrement au village, parce que je lui ai dit c'est une très bonne chose pour le MSC de rester dans ce cadre-là du terrain, rester dans le cadre démocratique, rester dans le cadre des élections, rester dans le cadre de la vision de la construction de la nation. Nous n'allons pas détruire cette nation parce que sortir des voies démocratiques, fuir les élections, prendre le pouvoir par des voies que vous connaissez, que vous dites, parce que moi je ne connais pas ces voies-là, je ne veux même pas les connaître, je connais les voies démocratiques, c'est vouloir détruire cette nation. Et le venant du SDF, je me pose la question, est-ce que Aloïs Mafé, mon grand frère que je connais dans les aspirations du SDF, est encore dans ses aspirations? Parce que le SDF est l'un des partis au Cameroun
qui a payé. Oui, je dis qui a payé, parce que vous avez prononcé cette phrase-là, et là, tout le monde est interpellé, même les journalistes qui sont dans ce sujet, tous les techniciens. Quand vous dites qu'on laisse les élections et qu'on va prendre le pouvoir par d'autres canons, tout le monde est interpellé, parce que le SDF, dans les années 90, elle est un des partis qui a payé le plus fort de ce qu'on a appelé les marches, les voies antidémocratiques, les voies extra-démocratiques, les voies extra-électorales. Parce que quand le SDF paie dans les urnes, le SDF a organisé ces voies que vous voulez encore organiser aujourd'hui. Et le SDF, je pense, a payé le plus fort. Et le Cameroun en a payé aussi. Les citoyens qui n'avaient rien à voir avec votre politique en ont payé. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui qu'il faut tirer la sonnette d'alarme en se disant que 2025, c'est très bientôt. Et vous aimez bien le débat sur la transition. Je voudrais vous dire que préparez les élections au lieu de préparer le contentieux. Préparez, lorsque vous déclarez, vous avez vu que le MSC, quand le MSC a montré patte blanche devant l'autorité administrative, l'autorité n'a aucun souci à délivrer le récépissé, à encadrer la manifestation de qui que ce soit. Mais la condition, c'est que l'autorité doit se rassurer que votre manifestation, si vous allez la faire au stade de Mendon, elle empêche en quoi la maman qui va au marché de Mendon là à côté d'aller vendre. Elle empêche quoi le Ben Skinner qui transporte les gens là de transporter. Elle empêche quoi au médecin qui doit aller faire des opérations chirurgicales là à l'hôpital de Mendon d'aller le faire. Elle empêche quoi au journaliste ingénieur du corps qui peut traverser par là pour produire son émission. C'est tout ça qu'on appelle l'ordre public. Et les gens qui déclarent, qui déposent les demandes de manifestation pour préparer la contestation, parce qu'ils savent d'avance que l'autorité ne va pas autoriser. Ils vont donc préparer l'opinion en se disant qu'on va rejeter et viendront, au lieu de mobiliser, viendront faire le débat à la télé qu'on a rejeté. Sont donc pris au piège désormais. Montrez pas de blage. L'autorité va autoriser la manifestation, va même l'encadrer. Mais soyez à la hauteur de la manifestation. C'est là où le MSC donne donc une grande leçon au SDF. Qui, en leur disant, nous avons demandé, on nous a autorisé, nous avons été à la hauteur, on a mobilisé les gens, notre manifestation s'est tenue sans heurts et nous sommes partis. Que le SDF revient donc retrouver le MSC dans ce chemin démocratique, dans lequel le RDPC a une longueur d'avance, très loin, parce que nous n'avons pas de temps à perdre dans les discussions de montée et descendre contre les autorités administratives. Nous sommes déjà préparés à affronter nos adversaires dans les urnes pour n'importe quelle échéance. Que nos adversaires se préparent et nous irons à la bataille électorale dans les urnes et non dans le populisme et non dans les studios de radio comme aujourd'hui. Et comme quand on sort d'ici, on ne fait rien sur le terrain pour préparer et se dire on a volé notre victoire. Le RDPC est prêt, le RDPC attend que le MFC présente le visage de celui qui va porter sa candidature si possible. Allez. Et nous allons investir notre champion pour challenger dans les urnes. Et si on perd, nous sommes démocrates, nous allons se dire, sinon on gagne, qu'on nous laisse gouverner comme d'habitude. Entrons dans le fond du discours du Maurice Kamto qui parle de la descente aux enfers du Cameroun, en évoquant notamment la chute inexorable vers le néant. Il a relevé sur le plan sécuritaire que depuis le meeting d'installation du bureau régional du parti dans le littoral 1, en décembre 2022, il y a eu notamment l'assassinat dans des conditions particulièrement exécrables du journaliste Martinez Zogo, dont on nous dit qu'on a arrêté les complices et de sa torture, mais pas les auteurs de son assassinat. Et le leader national du MSC de demander, c'est-à-dire que Martinez Zogo n'est pas mort et qu'il a été torturé. Il a également évoqué le cas de Jean-Jacques, du père Jean-Jacques Bébé, dont on ignore tout de l'éventuelle enquête, entre autres le problème relevant du plan sécuritaire dans les zones anglophones, des canaux d'aide, des civils, des militaires, conduits de perdre leur vie dans une guerre insensée, dit-il, que l'on aurait pu éviter, à laquelle l'on doit mettre un terme sans plus tarder. Et à l'extrême nord, il lève aussi la reprise des attaques terroristes et de la secte islamiste de Boko Haram, de même que pour qui c'est lancé à nouveau la mort et la désolation des populations abandonnées. Alors, aussi, vous êtes libre de revenir sur ce que Marcel Bessal a dit, mais on savait d'abord sur le plan sécuritaire évoqué par Maurice Kamto. Non, je crois que vous venez là en rendant public quelques aspects du discours de Maurice Kamto, confondre royalement Bessal, parce que lui, il n'a même pas écouté le discours de Maurice Kamto. Ah bon?
Et peut-être qu'il n'a même pas lu. Moi, je l'ai lu bien que je n'étais pas là. Ah bon? J'ai reçu ce discours et Moi, je l'ai lu, en moi, je l'ai tant lu. que journaliste, je me suis informé Oui, pour je l'ai lu, savoir ce qui rassuré. s'était passé. Et je crois que pour moi, le fait de relever plutôt le meeting du MSC en termes de succès populaire, ça ne fait pas de moi un partisan du MSC. Sinon, quand je dis que le régime a bien fait de laisser l'opposition se mouvoir, ça fait également de moi un partisan de RDPC. Finalement, où vous allez me mettre alors? Donc, je crois qu'il faut dire que là, Camto n'a pas mis de l'eau dans son nom. Quand vous avez écouté son discours, Camto a fait du Camto. Camto de 2018, c'est le même Camto de 2023. Quand vous lisez bien son discours, moi j'ai là sous les yeux un extrait où il revendique sa victoire. Il parlait d'une victoire de confiscation du pouvoir. Oui. C'est dans le même discours. Donc, la revendication de 2018 demeure d'actualité au MSC. Et j'ai l'extrait là sous les yeux. Et bien évidemment, où il parle de confiscation de son pouvoir. Donc, Moïse Kamto, dans sa tête, se considère toujours comme le président élu du Cameroun. Et je pense que c'est ainsi que ses partisans les plus radicaux l'appellent président élu. Pour un autre extrait qui montre, vous avez suffisamment vu là-bas. Et je crois que l'extrait que RFI a choisi, c'est, comme on dit, la conclusion de toutes ces dénonciations. Parce qu'après avoir dénoncé, et il a ratissé l'âge. Il a parlé du Covid-19, de la CAN-guerre, il a parlé du scandale de Glencore, il a parlé de l'assassinat de Martinez Zogo, il a parlé de Savannah récemment. Ça veut dire qu'au MSC, on est vraiment à cheval sur l'actualité. C'est un scandale naissant, Savannah Énergie, pour beaucoup d'auditeurs de centre qui n'ont pas beaucoup entendu parler de ce scandale-là. Je crois que le fils aîné du chef de l'État semblerait impliqué dans cette affaire. D'ailleurs, on a vu au cours de la semaine écoulée beaucoup de unes des journaux tendant à le blanchir. Bon, c'était pour ne pas. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui veulent la savoir davantage peuvent se renseigner. Et je crois que dans l'extrait que RFI diffuse, c'est un peu comme la conclusion de toutes ces dénonciations. Moïse Kamto dit la responsabilité de tout cela incombe au président de la République. Donc, Kamto, en tant qu'opposant, conserve sa capacité de critique, il tape fort, il n'a pas mis de l'eau dans son vin, et le fait que l'autorité préfectorale soit revenue à de meilleurs sentiments en accordant ou bien en favorisant le meeting, n'a pas adouci le discours du leader du MSC. C'est ça qu'il faut relever. Et je pense que c'est ça aussi un opposant. Un opposant n'est pas celui-là qui doit dire des choses populaires. C'est celui-là qui doit dire aussi les choses telles que lui, l'opposant, les pense. Donc je pense que là, c'est la vision de Kamto. Pour lui, pour bien être responsable de tout ce qui arrive au Camerounais. Ça, nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'opinion, je pense. Donc il est libre de le penser ainsi. Bien évidemment, il y a des Camerounais qui pensent que ce n'est pas bien, qui est responsable de tout cela. Ça relève également la liberté d'expression, d'opinion et la liberté de penser. Donc, je pense que pour hier, on a vu, comme on peut dire, le MSC conforte bien évidemment l'image d'une opposition dure dans les mots, dure dans les thèmes, une opposition qui n'a pas mis de l'eau dans son vin, et une opposition qui pense que c'était lui qui devait être, ce parti-là qui devait diriger le Cameroun. Donc, je pense que là, on est toujours dans le vieil bataille, on n'en est pas sorti. Bon, maintenant, pour la suite, je crois que il faut juste relever, moi en tant que citoyen, parce que je parle très souvent en tant que journaliste, mais j'aime aussi parler en tant que citoyen. C'est bien comme ça. C'est bien, parce que nous étions habitués à... Nous sommes assis devant notre téléviseur et nous regardons en France une opposante comme Marine Le Pen rassembler les foules et parler. Nous étions un peu jaloux, surtout quand nous regardons du côté du Sénégal. Nous avons des opposants comme Ousmane Sonko. Faire des meetings. Nous disons, mais pourquoi on ne peut pas aussi voir cela dans notre pays, le Cameroun? Vous savez, en tant que Camerounais, on a tous une fierté, une fibre nationaliste, un amour pour ce pays. Nous voulons bien que tout ce qui de bien se passe ailleurs, qu'on puisse en avoir la reproduction au Cameroun. Et moi, hier, en tant que Camerounais, j'ai été fier. Je ne suis pas entièrement d'accord avec tout ce que Kamto a dit dans son discours, mais je suis fier que ce meeting ait pu se tenir au Cameroun. Et je suis fier de cela. Donc, je crois que je suis fier de cela, mais je suis également inquiet pour certaines personnalités qui doivent leur promotion à leur capacité à vilipender Kamto.
je ne voudrais pas citer les noms aussi, mais je crois que ceux-là doivent craindre pour leur poste. Du moment où Camto n'est Dans plus... le prochain remaniement. Oui, je crois que du moment où Camto n'est plus le diable qui dessinait à longueur de journée, nous savons tous qu'il y a des gens ici qui sont au gouvernement et que matin, midi, soir, ils ne parlaient que du Camto. Et nous savons tous qu'il y a également des ministres, certains ont aussi des ministres d'État qui ne réalisaient que lorsque Camto faisait une sortie. Donc je crois qu'il faut que ceux-là doivent bien avoir peur pour leur poste au moment où le régime, surtout la présidente de la République et le chef de l'État, qui a compris qu'il faut bien laisser l'opposition se mouvoir. Et le rôle de l'opposition, il faut qu'on le dise aux Camerounais. Ce n'est pas de dire que le régime a bien fait, le RDPC a bien fait. Le rôle de l'opposition, c'est ce que Moïse Kamto vient de faire dans son discours. Puisque c'est une opposition. L'opposition est là pour s'opposer, c'est-à-dire relever ce qui ne va pas bien, ou bien ce qui ne marche pas selon lui. Et en face, le pouvoir, bien évidemment, peut se défendre, bien évidemment. Donc, je crois que hier, le Cameroun, vraiment, en tant que pays, a beaucoup gagné. Pas parce que c'était le MRC, mais parce que, pour une fois, en dehors des périodes électorales, on a laissé des partis d'opposition, surtout un parti phare, s'exprimer librement, aller à la rencontre des Camerounais. Les Camerounais sont venus nombreux. C'est bien aussi. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qu'on a vues hier. Moi, quand j'ai vu les premières images, j'étais vraiment impressionné. Parce que moi-même, j'étais de ceux qui pensaient que les Camerounais avaient donné le doigt à la politique. Vraiment, la vie était chère. On a parlé, l'école coûte cher, la nourriture coûte cher, etc. Donc, les Camerounais étaient préoccupés par les problèmes quotidiens. Mais hier, on a vu toute une image du Cameroun. On a vu des gens venir. On a vu une foule. On ne peut pas croire que tous ces gens sont des militants du MSC. On peut aisément imaginer que dans cette immense foule, il y avait des gens qui sont juste venus parce qu'ils voulaient écouter un politicien. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Et je crois que si nous maintenions cette tendance-là, ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'avenir dans les élections seront minoritaires. Parce qu'on peut empêcher aux gens de penser. Il y en a qui ne croient pas aux élections dans ce pays, il faut le comprendre. Il y en a qui pensent que la violence politique est la solution. Ce sont des réalités. On ne peut pas les nier ou on ne va pas stigmatiser ceux qui le disent comme ça. Parce que plus on va les stigmatiser, plus ils vont se conforter dans cette position. On va plutôt pas des actes comme ceux qu'on a vus hier. Mais démontrer que non, tout est possible. Et je pense qu'il faut qu'on aille au-delà. Moïse Kamto a regretté le boycott. Dans son discours, il ne dit pas, mais entre les lignes, on le ressent. Bon, maintenant, il faut donc que cette nouvelle réhabilitation des urnes ne puisse pas être l'heure. Il ne faudrait pas que demain, quand les Camerounais aillent voter, les résultats qui en sortent soient le conflit de leurs aspirations. Donc je pense que maintenant, la société camerounaise tout entière, les journalistes, la société civile, les leaders d'opposition et le pouvoir en place doivent maintenant tout faire pour crédibiliser les urnes. Parce que j'ai écouté parfois dans ce studio, ils ne croient pas aux urnes. Mais ils sont nombreux comme lui qui ne pensent pas cela. Or, moi, je ne suis pas venu pour les stigmatiser. Moi, je suis juste venu pour dire qu'ils sont nombreux qui ne croient pas aux urnes. Qu'est-ce que nous faisons pour crédibiliser ces urnes-là? Et je pense qu'il faut maintenant que le pouvoir s'asseye et regarde ce problème. C'est bien beau de laisser l'opposition tenir des meetings, mais c'est mieux de faire en sorte que les Camerounais puissent être réconciliés avec la carte de l'électeur. Il faut déjà que les chiffres au niveau de l'État montent. Et pour que ça monte, il faut déjà que le pouvoir donne des signes que les élections qui vont bientôt avoir lieu seront marquées du sceau de la transparence et de la sincérité. L'opposition a fait un travail formidable. Du moins certains partis d'opposition, je crois qu'il y avait le MSC, il y avait le PCN, il y avait l'UDC et il y avait l'UMS, ont fait une proposition dans ce sens pour reformer le code électoral. Donc je pense que le pouvoir en place, le régime, le RDPC, doit maintenant prendre connaissance de ce rapport. Et quand je parle du RDPC, je ne parle pas du gouvernement. Moi, je sais faire la dissociation. On sait bien que le RDPC est le parti au pouvoir, mais il y a une entité RDPC et il y a le gouvernement. Donc je pense que le RDPC également, qui est un acteur majeur du jeu électoral, puisse également prendre connaissance, position sur le code électoral et travailler ensemble. Il faudrait que les partis d'opposition et les partis de la majorité présidentielle puissent s'asseoir maintenant autour d'une plateforme pour voir dans quel sens on peut améliorer le code électoral actuel. Il en va de la paix au Cameroun, parce que quand vous êtes dans un pays où vous avez des gens qui ne croient pas aux urnes, attendez-vous à ce que les armes pour certains soient un moyen d'accession au pouvoir. Et on l'a vu dans certains pays. Aujourd'hui, nous voyons le cas du Soudan, où c'est les armes qui parlent à la place des urnes. Il ne faudrait pas que le Cameroun ressemble au Soudan. D'accord, alors, autre aspect relevé,
c'est le cas de l'aspect relatif à la gestion des ressources publiques, où il y a eu, dit l'homme politique, des détournements massifs de milliards de francs CFA alloués à l'orientation de la CAN 2019-2022, qui s'est soldée par des stades inachevés et des projets initiaux des complexes sportifs abandonnés. Le pillage des fonds affectés à la lutte contre le Covid-19, mis en lumière par la Chambre des comptes de la Cour suprême, plus la justice britannique qui a annoncé le scandale de Glencore Gate. Pourtant, dans cette affaire de la CAN Gate, Covid Gate et Glencore Gate, nul n'a été inquiété jusqu'à ce jour par faire le jour. Oui, avant de répondre à cette affaire de corruption et tout ça, je dois dire à Martial que je vais lancer des fleurs au MRC à Maurice Kamto, sous le prétexte qu'il y a eu revivement. J'espère que ça va se qu'il va poursuivre cela même dans nos plateformes communes, WhatsApp et tout ça, qu'il ne le dit pas seulement. Et ici, là-dedans, je le suivrai de très près ces jours-ci. Et on se comprend très bien. Deuxième chose, c'est que il a semblé vouloir indexer le STF dans mes propos ou bien le G27. Non, je dis c'est une position très personnelle. Et d'ailleurs, je mène ce combat, même à l'intérieur du STF, même à l'intérieur du G27, pour leur dire que l'approche qui consiste à croire aux élections, c'est une mauvaise approche. Parce que j'en ai payé le prix. Est-ce que vous ne risquez pas d'être en contradiction avec le G27? J'en ai payé le prix. Ou bien c'est la position du G27 plus également? Non, c'est pas la position du G27, c'est ma position personnelle au regard de mon expérience des élections auxquelles j'ai pris part, de l'environnement, et je vous ai dit de la technostructure électorale. Vraiment, je ne crois plus à cette connerie d'élection au Cameroun. Vraiment, je ne crois plus aux inscriptions sur les listes électorales et je ne battrai plus jamais campagne. Parce qu'on n'a pas besoin de battre campagne pour les inscriptions sur les listes électorales. Lorsque c'est bien organisé, les gens vont s'aligner d'eux-mêmes pour aller s'inscrire et on va voir, et l'ECAM sera débordé. Les affaires de forcing où on demande aux gens d'aller s'inscrire matin, midi et soir, ce sont des affaires qui pour moi ne tiennent pas. Et c'est pour ça que sur ma page Facebook, j'ai fait la campagne anti-inscription sur les listes électorales avec argument chaque fois, où je démontre par exemple que c'est bien beau de parler d'inscription sur les listes électorales, mais tant que dans chaque arrondissement, le RDPC aura 5 ou 10 élites qui tiennent l'arrondissement, soit parce qu'elles ont pillé les ressources après un décret, soit parce qu'elles veulent se maintenir dans leur poste, ça ne pourra pas marcher. Et j'ai pris des exemples. Vous me citez ne serait-ce qu'un seul arrondissement, vous allez voir que ce n'est que 5 ou 10 élites qui sont ultra milliardaires, qui essayent d'embrigader toute la population, inscrite ou pas, et qui est capable de tronquer toutes les élections. J'ai pris le cas de l'élection de 2018 où je fais un décalage entre ce que M. Biya a utilisé comme fonds financier, c'est-à-dire il a tourné autour de 80 milliards rien que pour l'élection présidentielle. Le suivant, qui est Maurice Kamto, tourne autour de 3 milliards. Joshua aussi venait avec 1 milliard 200 millions. L'autre, Cabral, venait avec 1 milliard 300 millions. Quand vous avez ce décalage financier, vous croyez qu'on perd l'élection, on gagne l'élection comment? Donc il faut, je suis allé exemple par exemple pour dire qu'il faut arrêter de tromper le peuple. Maintenant, par rapport à votre question, et d'ailleurs, dans aucun pays au monde, un parti ne peut avoir le bilan catastrophique qu'on a ici aujourd'hui et toujours est en train de se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire, comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que les Camerounais sont des moutons, des fous, ainsi de suite, pour toujours conduire ou bien voter leur bourreau avec des scores soviétiques? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un pays aussi mal dirigé, autant mal dirigé, un pays où rien ne fonctionne. Et c'est ce que Maurice Kamto le dit. Et puis, paradoxalement, ce parti a toujours 80-95% de suffrage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il a rappelé tous les faits que nous citons depuis. Covid-Gate, l'affaire
Glencore, autant pour moi, l'affaire Savannah et toutes ces affaires. Ce sont toujours des affaires qui, en principe, devraient mettre le parti au pouvoir de côté au cours des élections. Mais vous allez constater qu'en 2025, par une alchimie mystique, donc eux seuls ont le secret, vous allez constater qu'ils vont s'en sortir avec 90% de suffrage. C'est pour cela que je dis et j'en appelle, et ma campagne va se poursuivre. Il faut arrêter de tromper le peuple. Nous ne devons pas prendre le peuple pour des moutons. Il faut leur dire la vérité, et la vérité c'est que à l'état actuel, les inscriptions sur les listes électorales sont nulles. Les inscriptions sur les croix aux élections, c'est la plus grosse bêtise que tout homme politique peut avoir aujourd'hui, qu'il soit du parti au pouvoir ou bien de l'opposition. Il faut changer de paradigme et aller vers les vraies solutions qui pourront impacter sur les élections. Je vous ai dit, les inscriptions sur les listes électorales, on ne supplie pas les gens pour s'inscrire. Dans quel pays vous avez vu ça? Par contre, quand les gens sont bien inscrits, on les encourage à aller voter. Parce que à un moment donné, c'est ça. Mais ici, là, on est à l'étape primaire où chacun doit prendre conscience. Et quand le parti au pouvoir ne sera plus là, ou bien le RDPC ne sera plus là, les gens vont s'aligner. Et l'ECAM sera, pas l'ECAM, parce que l'ECAM est même un facteur de la non-inscription des gens sur les listes électorales. L'organisme qui sera là en charge des inscriptions sera débordé par les inscriptions. Parce que les Camerounais vont dire, ok, maintenant c'est le lieu du changement. Il faut chercher d'autres moyens pour faire partie de ces gars. À l'état actuel, et on pouvait compter, pour chuter, on pouvait compter sur la désintégration à l'intérieur du parti au pouvoir, c'est-à-dire la désintégration, ou bien, je veux dire, que le parti au pouvoir... Désagrégation, voilà. Autant pour moi, merci. Du parti au pouvoir. Mais ces gars, on a promis à chacun que même dans 20 ans, tu seras ministre, dans 30 ans, tu seras député, dans 30 ans, tous les postes là. Ça fait que même... quelle que soit la situation, les gars ne bougent pas, ils ne se plaignent pas, ils ne disent pas que pourquoi est-ce que nous, dès que c'est comme ça, on leur dit calmez-vous, tu seras PCA dans 3 mois, tu seras sénateur dans 6 mois, tu seras comme ça, ainsi de suite. Et ça fait qu'à l'intérieur, ça ne bouillonne pas comme ça s'est passé ailleurs. Donc, ce sont tous ces paramètres qui m'ont fait dire que, oh Seigneur, arrêtons de croire à ces conneries d'élection, mettons-nous dans une autre orientation. Et comme vous avez dit, les affaires Greencore et tout ça, ça entre dans ce que ça fait partie du jeu politique. C'est-à-dire, on connaît tous les voleurs, on connaît tous les coupables. La Cour, la Chambre de compte de la Cour suprême a dit voici. Mais on ne bouge pas. Parce que si on bouge, et dans leur schéma, ils ont un damier. Si on bouge ça et qu'on fait comme ça, on peut tomber. On laisse pourrir. Si on fait ceci, on fait ça, on peut tomber. Il faut donc laisser pourrir la situation. On laisse pourrir la situation, on fait des promesses à ceux qui veulent se lever la tête, et puis ils se maintiennent. Ils peuvent se maintenir avec ce jeu-ci pendant 100 ans. Si l'opposition ne prend pas ses responsabilités, ou bien d'autres forces ne prennent pas leurs responsabilités non conventionnelles pour faire bouger les lignes. Bonjour. Bonjour Serge. C'est pour la prochaine acte de ta presse. Allez, on va donc avec Jonathan la première information des nominations au sein de Vision 4. Bonnet Philippe reprend la tête de la télévision. 3 mois après avoir quitté le poste de directeur de Vision 4, Bonnet Philippe est de retour dans ce fauteuil pour une nouvelle aventure. Il sert de son poste de directeur commercial et marketing du groupe L'Anecdote. Inès Ariel Bellinga, quant à elle, a été promue sous-directrice de l'information. Un poste qu'elle devrait cumuler avec celui de porte-parole adjoint et de chef de la cellule communication du groupe L'Anecdote. Roméo Syriac Bida fait son comeback au groupe L'Anecdote. Le journaliste a été nommé chef de chaîne de satellite FM. Il revient au sein du consortium après une courte aventure au sein de la Capitale FM qu'il avait rejoint après avoir été limogé de Vision 4 en février 2022. En dehors de ces 3 noms, d'autres journalistes ont aussi été nommés par le président directeur général du groupe L'Anecdote, a fait savoir le directeur général du consortium, Bruno Bidjan, sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Bellinga lance la restructuration de Vision 4 et licencie 22 employés. Après la chaîne Télé Sud, c'est au tour de la chaîne de télévision Vision 4 de subir une réduction de ses effectifs et coûts de fonctionnement. L'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Bellinga, détenu à la prison centrale de Konengi dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo, a ordonné le licenciement de 22 employés.
Ces licenciements sont intervenus au lendemain de nouvelles nominations au sein de la télévision de Nsam. Parmi les personnes licenciées, certaines sont invitées à remettre les véhicules de fonction à leur possession. Il s'agit de Jean-Pierre Ndiana, Faustin Nicolas Fouda, Parfait Zambo, Godman Eyenga, Jean-Pierre Efouba Onana, et Jean-Marie Mbala et Albert Mbida. Le journaliste Dimitri Wassom, condamné à 2 ans de prison pour avoir dénoncé un magistrat. Le journaliste Dimitri Wassom vient d'être condamné à 2 ans de prison par le tribunal de première instance de Bafang. La raison, le journaliste dénonçait un magistrat qu'il présentait dans un article comme corrompu et véreux. Le journaliste travaillant entre autres pour Direct de l'Info a dénoncé dans un article la partialité du juge d'instruction Ernest Marius Baleng dans l'affaire de l'assassinat de la jeune Inès Tianko en mai 2021 à Keken, localité située dans la région du littoral. L'homme de médias a été convoqué au tribunal pour publication de fausses informations par voie électronique portant atteinte à l'honneur et à la considération du magistrat. La justice reproche aux journalistes d'avoir publié des informations sans pouvoir apporter la preuve de leur véracité. Le journaliste dit avoir envoyé un protocole d'interview au commandant de la brigade de gendarmerie de Kikeng pour recueillir sa version des faits entérinée par le juge instructeur. Tout comme il soutient qu'il a rencontré le magistrat dans son cabinet pour avoir la version des faits. Il déclare être sorti de là violenté par le dit magistrat. Le journaliste reprend ses accusations dans une correspondance adressée en fin mars dernier au président de la République, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, pour demander des sanctions contre le magistrat Ernest Marius Baleng. Alors, Thierry Djoussi, on parlait tout à l'heure de la dépénalisation des délits de presse. Voici le cas de Dimitri Wassom qui est condamné aujourd'hui à 10 ans de prison pour avoir dénoncé un magistrat. Mais il a fait appel quelques jours après. Non, il faut dire à madame que quelqu'un est à l'ouest parce qu'elle a dit littoral. Tout à fait. C'est tout ce que je voulais. Tout à fait. La pression vaut la chandelle. Non, je voudrais dire que l'affaire du confrère Wassom me rappelle les affaires à Barba et les Bengo. Oui. Vous savez, à l'époque, quand les journalistes audacieux dénonçaient les détournements de fonds, ils avaient été traînés au tribunal par cette personnalité. Au moins dans 6 juridictions. Ils avaient été condamnés. Ils avaient été condamnés pour diffamation. Donc, je pense que... Quelques années plus tard, Baba et Bengo se retrouvent aujourd'hui. Et vous voyez que quelques années après, ces personnalités sont en prison pour détournement de fonds publics. Donc je crois que c'est la même chose généralement quand dans ce pays, on ne sait pas très souvent comment fonctionne notre justice. Vous savez, c'est parfois des gens qui aujourd'hui réussissent à faire condamner leurs citoyens, ceux de leurs compatriotes. Demain également sont frappés, parfois pour le même fait que ces citoyens dénoncés. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je crois qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on essaye d'aller au fond des choses. Au Cameroun, franchement, la justice au Cameroun, est-ce qu'elle est vraiment là pour dire le droit, ou bien est-ce qu'elle est juste là pour faire plaisir à certaines personnes, à certains groupes d'intérêt? Alors, on prend à vous, Tiana Tangana, Christophe Bobiko nous donne des conseils aux journalistes convoqués ou traduits devant la police. C'était à l'occasion de la célébration de la 30e journée mondiale de la liberté de la presse qui a été célébrée le 3 mai 2023 au Welcome Garden Hotel à Soie que Christophe Bobioko nous donne des conseils aux journalistes convoqués à la police ou traduits devant la justice. Pour le directeur de publication du journal Kalara, spécialisé dans le traitement des affaires judiciaires, lorsqu'un journaliste est convoqué par la police, il faut qu'il s'y rende d'abord pour comprendre pourquoi il est convoqué et non commencer par condamner la convocation, alerter et produire des communiqués qui n'aident pas. Il y a le cas de Régis Tounant, l'agresseur de publication de Biendomazé Repère, qui n'a pas répondu à la convocation du patron de la division régionale de la police judiciaire du service. Et vous voyez que je n'aurais de cesse de le dire. Un journaliste est un citoyen. Et un journaliste ne saurait être au-dessus de la loi. Qui dit citoyen dit justiciable. Et qui dit justiciable dit quelqu'un qui doit déférer à une convocation de police, de gendarmerie ou bien du procureur de la République. Donc je crois que c'est des actes qu'il faut condamner. Est-ce que le journaliste n'a pas peur d'être happé par les mains de la non, police? Il s'agit de... Nous voulons tous un état de droit. Si c'est une convocation régulière,
C'est vrai qu'il faut regretter que très souvent dans les convocations, on ne vous présente même pas le motif. Il y a juste ce que très souvent l'enquêteur... On a vu tout récemment le cas de Jean-François Chanon qui a failli être gardé à vue à l'agression de la police judiciaire. Non, vous vous en souvenez quand même. Non, je suis en train de relever le fait que un journaliste est aussi. S'il se dit convocation régulière, si la personne qui vous a délivré une convocation à autorité a le droit de le faire, vous devez y aller. D'abord, y aller. Et ensuite, maintenant, si cette personne-là faillit, il y a beaucoup d'hommes là-bas, en tenue, des enquêteurs qui, ne font pas bien leur travail. Mais vous, en tant que citoyen, vous devez déjà faire votre part de contrat de citoyen, c'est-à-dire vous rendre dans cette convocation-là. Maintenant, si en face, vous avez quelqu'un qui lui vous a juste convoqué parce qu'il a reçu des instructions ou parce qu'il pense à sa carrière, bon, ça serait bien de faire tel journaliste qui, dans son article, a parlé d'une personnalité qui est mon parrain. Mais ça, ce n'est plus votre faute. Vous, le citoyen, vous avez fait votre travail en venant. Maintenant, si en face, vous avez un monsieur qui porte la tenue avec le drapeau de Cameroun, lui, il est tout à fait en train de faillir à ses missions. Je crois que devant l'histoire, il y aura un jour de réhabilitation. Mais ce que je n'ai pas compris dans la sortie de notre aîné, c'est de condamner le fait qu'un journaliste fasse un communiqué pour informer l'opinion qu'il a été convoqué. Comme par exemple le cas du repas qui a commis un communiqué non, je crois que la fête de notre confrère. Non, vraiment, je n'ai pas compris son attitude parce que lui-même, je crois qu'il faut être cohérent. Lui-même, quand il a été condamné par le CN, on l'a appris parce qu'il en a parlé dans son journal, il a été poursuivi en justice et même condamné par la justice. Il a fait beaucoup d'articles là-dessus. Donc pourquoi lui l'interdit aux autres ce qu'il lui-même fait? Donc c'est une contradiction que je ne comprends pas. C'est une incohérence qui ne s'explique pas. Donc je pense que le journaliste a le devoir de rendre une convocation. Et le journaliste peut aussi, l'estime, rendre son affaire publique, puisque même si les procès sont publics au Cameroun, sont contradictés publics, vous pouvez accéder au tribunal et vous assister au procès. Donc le fait de publier, c'est bien, c'est même encouragé, parce que quand vous publiez, si ceux qui vous ont convoqué, c'était dans le but de vous incarcérer, de vous embastiller, de vous séquestrer, au moins cette communication-là peut amener ces gens-là à reculer. Donc la communication pour les journalistes, c'est comme une forme, comme on dit souvent, de précaution, de prévention. On ne sait jamais, vous savez tous au Cameroun, la confiance que nous avions pour notre justice, c'est la même confiance que la souris a pour le chat. Donc vraiment, et ce n'est pas seulement le cas des journalistes, c'est beaucoup de citoyens. Moi je connais des gens qui m'ont appelé parce qu'ils étaient convoqués au commissariat. Ils m'ont dit, mon frère, j'ai reçu une convocation. Vraiment, si demain là, tu n'arrives pas à me joindre. Pardon, commence à parler dans vos médias. Ils sont nombreux comme ça, les Camerounais. Juste une simple convocation de police perd le sommeil toute la nuit. Et beaucoup, c'est vrai que les journalistes ont la possibilité, dans les médias, ou la télé, ils communiquent, ça a un grand retentissement. Mais allez dans certains forums, vous allez voir ou bien dans des quartiers, vous allez voir quelqu'un qui est convoqué, lui va dire à son voisin que vraiment, dans la convocation, si demande. Donc c'est ça aussi. Donc je pense qu'il faut... Donc je crois que là, à travers sa sortie, l'aîné Christophe Okono, pour qui j'ai un immense respect, et je voudrais ici le saluer. Il a été l'objet d'un instant la situation. On l'a revu avec beaucoup de plaisir vendredi à l'hôtel Franco, s'est déplacé à peine, mais il est venu quand même nous applaudir de son immense savoir. C'était un aîné, il a fait le beau jour de mutation. Donc moi je vous dis qu'à travers sa sortie, il noie un problème fondamental. C'est celui de l'équité de la justice camerounaise. Vraiment, est-ce que nous avions une justice dans ce pays? Certains vont dire oui parce que pour eux la justice se résume à des bâtiments, des magistrats. Non, ça c'est l'infrastructure, mais il y a la superstructure, c'est-à-dire la qualité des décisions. Est-ce que nous l'avons dans cette structure? Est-ce que nous avons une super infrastructure judiciaire? Et allez interroger le rapport que les Camerounais ont à leur justice. C'est un rapport empreint de méfiance, de crainte. Oh, la justice c'est comme la police, la gendarmerie, elle devrait plutôt rassurer. Aujourd'hui, il y a des Camerounais que eux, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais invité à une émission du côté de Total Omnisport. Je crois que là-bas, il y avait une période où les policiers déposaient leur matériel. Vous parlez de mobile Omnisport? Oui, oui, je crois qu'il y a une époque là-bas où très souvent les policiers faisaient des rassemblements. Moi, j'ai croisé un commerçant qui est rentré. J'ai dit, pourquoi tu vas? Il me dit que non, il y a la police au Carrefour. J'ai dit, mais pourquoi la police te fait fuir? Imaginons, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il faut au Carrefour? Voilà, c'est ça. Ce sont des vérités qu'il faut dire et non les noyer à travers des sorties comme ça. Il y a des Camerounais qui, quand ils voient 2 ou 3 policiers à un endroit, ils prennent peur, ils s'en vont. Et c'est très grave.
il faut que les policiers et les gendarmes, et même les magistrats, il y en a dans la chaîne judiciaire des magistrats de qualité. Il y a des procureurs qui font bien le travail, mais il faudrait qu'ils prennent conscience de cela. Et je voudrais terminer en disant que, en vérité, le problème que l'on devrait se poser au Cameroun, c'est celui du respect du code de procédure pénale. Est-ce qu'au Cameroun, une convocation de justice vaut automatiquement, une convocation de gendarmerie de police vaut automatiquement dire garde à vue? Parce que je crois que le code de procédure pénale a réglé ce problème. Ne ramenons pas le Cameroun 20 années en arrière. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes convoqué, quand vous en ressortez de là, c'est une fête dans la maison, mais après il allait au commissariat, il est ressorti. C'est comme ça. Il y a eu certain phénomène où quelqu'un avait dit que quand vous êtes gardé à vous, non seulement vous êtes dans des endroits étroits, vous faites tout sur place et vous n'êtes pas seul, parfois vous êtes 10-15. Et quand vous sortez de là, il y a un bonhomme, ça s'appelle le commissaire, le commandant des gardes, qui vous demande de payer. Les droits de cellule, c'est ça? Vous payez. Non, je dis vous payez, je dis vous payez. Je dis vous payez quoi? Il dit que non, mais vous avez fait 2 ou 3 dans sa cellule, vous devez payer pour sortir. Et c'est représente ça quoi? renvoie quoi? Je ne sais pas. Donc c'est autant de choses Oui, comme c'est ça pas que... tout dans toutes les brigades. Hein. C'est autant de choses comme ça. Et les montants varient entre combien et combien? 50 000 à 100 000. Oh. Et c'est une contrainte du pays. Contraire, c'est Et obligatoire. moi Tu j'avais n'as pas le demandé choix. à mon informateur, quand vous payez, est-ce qu'on vous donne un reçu? Écrit reçu. On donne pas un reçu. Donc je pense qu'il faudrait que les défenseurs de droits de l'homme et bien évidemment les autorités de la police et de la gendarmerie qui puissent bien évidemment sanctionner ces commissaires, ces commandants de brigade qui se livrent à ces D'accord. actes. Avez-vous déjà été convoqué un jour, Marcel Bessa? Oui, moi j'ai déjà été convoqué. Donc, peut-être l'expérience de Thierry Dussi est son expérience. J'ai une autre expérience. Et je crois que d'autres Camerounais peuvent aussi se réclamer d'une autre expérience. Donc, il ne faut pas prendre des cas pour les généraliser. Et j'appelle ça de la caricature et du coup un peu teinté de populisme. En fait. Donc, il y a des brebis galeuses partout, même dans la corporation des journalistes. Vous avez des policiers qui ne sont pas sérieux, certains, mais ça ne veut pas dire que la police n'est pas sérieuse. Vous avez des magistrats, certains qui ne sont pas sérieux, mais vous ne pouvez pas dire la magistrature au Cameroun, la justice. Parce que le rapport du citoyen et la justice, chacun a une relation bien étroite et particulière qu'il entretient comme citoyen avec les institutions de la République, avec les administrations. Mais maintenant, si quelqu'un vient, quand il vous compte, il vous raconte son histoire, certainement, il n'est pas, pour moi, je me dis, il n'est pas déjà objectif parce qu'il fera tout pour édulcorer sa part de responsabilité et vous démontrer que c'est l'autre, c'est autrui qui est toujours cet enfer-là défini, qui est le Satan, et que nous, on n'a jamais des choses à se reprocher. Voilà pourquoi nous qui écoutons et suivons des gens tous les jours au quotidien, nous faisons très attention à certains détails que les gens cherchent à cacher parfois dans leur situation. Et je crois que si l'aîné Christophe Boubeko nous donne le conseil d'éviter la publicité des actes judiciaires avant qu'ils ne soient exécutés, c'est justement parce qu'il a eu à faire déjà des situations pareilles. Il a une expérience là-dedans, ça veut dire qu'il a eu à publier avant et il a vu comment la procédure s'est déroulée. Voilà pourquoi il conseille les jeunes confrères de faire très attention, de publier les actes judiciaires avant que ces actes ne soient exécutés ou mis en exécution par les officiers de police judiciaire et le corps judiciaire en général. Donc je crois que c'est un conseil, c'est pourquoi il le dit. Et aujourd'hui, nous voulons dire qu'il va falloir un grand contrat, un vrai contrat social entre le journaliste et sa relation sociale et les autres citoyens et les institutions. Voilà pourquoi nous autres, parce que je suis foncièrement républicain démocrate, je crois que la culture de la République manque beaucoup encore aux citoyens camerounais, parce que la République, c'est 3 petites choses. Vous avez le citoyen, vous avez la loi, vous avez les institutions, et je crois que si chaque entité est positionnée à son endroit, qu'il maîtrise bien, on sait que le citoyen, il a ses droits et il a ses devoirs, il a une ligne rouge qu'il ne doit pas franchir, il ne doit pas nuire autrui, il doit se constituer et dans sa fonction, il doit rester professionnel, il y a une déontologie journalistique. Je crois que si chaque journaliste reste dans sa déontologie, celui-là qui fait bien son travail se sécurise déjà à un bon pourcentage.
Je crois que la loi également est là pour réguler la société, doit s'adapter, doit nous permettre de nous sentir en sécurité. Les institutions également doivent jouer leur rôle de protection des citoyens. Les citoyens ne doivent pas avoir peur de la police. Un citoyen ne doit pas avoir peur de la police. Un citoyen doit plutôt se sentir en sécurité quand il a face à lui les forces de défense et vous avez aussi à côté l'image de l'anecdote racontée par Thierry aussi. Vous avez aussi une vidéo virale qui circule là ces jours-ci où un citoyen camerounais, jeune citoyen, va jusqu'à rouer de coups un policier dans l'exercice de ses fonctions. Ce n'est pas une belle image. Vous avez vu du côté de Bafoussam, une élue de la nation, froisser carrément les citoyens qui étaient des policiers en exercice de la fonction. Vous avez vu un ancien membre du comité central du RDPC, aujourd'hui exclu du parti, qui a joué du trafic d'influence de sa position politique face aux gendarmes qui l'interpellaient dans la rue. Donc ce sont ces images-là en fait qui font en sorte que aujourd'hui on puisse mettre au niveau de l'équilibre entre ces hommes-là de justice et de loi qui peuvent être considérés par certains citoyens comme des bourreaux, mais si vous les interrogez aussi, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas droit à la parole du fait de leur fonction. Ils vont aussi vous raconter des expériences où des citoyens camerounais se retrouvent parfois être leurs bourreaux aussi à certaines situations. Donc il faut équilibrer et ne pas plonger dans le populisme parce que ce sont nos institutions. Si on peut dormir la nuit, c'est parce que ces gens-là veillent. Il faut aussi parfois retenir cela. Donc pour la petite histoire, comment s'est soldée l'affaire pour laquelle vous avez été convoqué par le passé? Non, régulièrement, et j'ai répondu à la convocation, j'ai été interrogé. Vous avez été innocenté? Oui, bien évidemment, je n'ai pas été brutalisé, je n'ai pas été menacé, on m'a écouté. Et celui-là qui portait l'affaire devant les juridictions s'est retrouvé comme n'étant pas de très bonne foi et ça a été décelé par ces professionnels-là qui m'ont simplement libéré sans avoir été menacé. Mais ce n'est pas pour dire que tous les citoyens ont eu la même expérience. Peut-être mon voisin peut être convoqué et brutalisé, il pourra faire face à un agent de police véreux qui est pris de corruption, c'est une réalité, qui a besoin de tirer un peu d'argent et tout ça, des commandants qui font payer sans décharge de frais, ce n'est pas républicain, c'est pas bien. Donc nous autres les républicains, vous verrez bien que nous disons que pour construire la République, il va bien falloir qu'elle soit vraiment républicaine dans la chose de tous, où chaque citoyen peut se sentir en sécurité et que la mauvaise graine soit extirpée de notre corps judiciaire pour que les citoyens camerounais puissent bâtir. Parce que je sors par là en quelques secondes. Vous savez, lorsque le président Paul Biya, mon leader politique, arrive au pouvoir, il trouve ce qu'on appelait l'autorité judiciaire. L'autorité judiciaire était comme l'autorité administrative, ce n'était pas un pouvoir. Et c'est depuis 1996, dans la Constitution démocratique, de 1996, par la haute volonté politique du président Paul Biya, qu'aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle une véritable séparation de pouvoir, où on a un pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire signifie que c'est un pouvoir consacré qui doit pouvoir répondre de ses actes quelquefois. Parce que lorsque j'entends dire qu'on menace les gens dans les juridictions et le RDPC à 100%, je voudrais leur dire que le RDPC ne va pas à l'élection de la Cour suprême. Nous, on n'élit pas le président de la Cour suprême. Nous n'avons pas de candidature là-bas. C'est des professionnels de la justice. C'est des professionnels de la justice formés, camerounais. Et je crois qu'un citoyen ne doit pas être supplié. C'est ça un peu l'approche républicaine, j'insiste là-dessus. Un citoyen, Serge-Aimé Bikoy, journaliste, pour présenter bien ça presse ce matin, ne doit pas être supplié pour qu'il fasse bien son travail pour la nation. Un journaliste ne doit pas être payé, supplié, commandé pour qu'il fasse bien la justice ou un policier. Si tu es républicain, tu aimes ton pays, tu es patriote, chaque matin quand tu te lèves, tu as reçu une formation, tu es gracieusement payé par le contribuable, tu dois servir les Camerounais, servir la nation, sans toute forme de pression ou de contrôle ou de surveillance. Je crois qu'il faut cette autorégulation et ça part de l'éducation, même au niveau de la famille, passant par l'école, la formation, comment on devient magistrat, comment on devient policier au Cameroun, c'est tout un autre débat aussi de fond. Alors, avez-vous déjà été convoqué une fois? Y avez-vous déféré? Ben, moi j'ai été convoqué plusieurs fois, mais je défère à celle que je veux, à d'autres je ne défère pas. Parce que je suis un gars... Alors, vous ne déférez pas pourquoi? Ben, je suis un gars qui croit à ce que face à certains actes, il faut réagir fermement. Vous comprenez, je ne sais pas. Et non, bien non, vous embarquez. Nous n'avons pas déféré à une convocation. Ben, j'assumerai. Le pays des moumous, je ne suis pas trop là.
Vous comprenez? Je ne suis pas là au nom de la qu'on va me dire la pseudo-république et tout ça là. Non, je ne marche pas comme ça. Donc il y a des moments où je dis je ne viens pas. Surtout quand c'est une affaire concoctée de toutes pièces, je dis que je ne viens pas. Ils font leurs histoires là après, ben ça va. À tes risques et périls. Bien sûr, ce pays n'a besoin que des gars comme moi. Si on continue à être les moumous, on est fini, on est mort. Donc c'est un peu ça. Et puis après, quand c'est nécessaire, je me présente. Vraiment, une fois ils sont venus, ils ont encerclé la maison et tout ça. Ils ont dit qu'ils vont me prendre, mais je l'ai regardé à travers votre fenêtre. Oui, à travers ma fenêtre. Ils n'ont pas pu avoir accès et puis ils ne sont plus revenus. Donc c'est parfois, le pays ici est formidable. Hein. Plus vous êtes mou, plus on vous mange, plus on vous écrase. Un jour, on a pris un ami comme ça pour rien. Et il allait mourir dans la cellule. Vous comprenez? Donc, et malheureusement, nous ne sommes pas très nombreux. Les Camerounais sont des moumous. Ils sont terribles. On les écrase comme ça. C'est pas parce que tu es magistrat. Et d'ailleurs, quand tu traces le circuit de certains magistrats ici, tu as pitié d'eux. C'est-à-dire qu'on vous dit comment ils étaient à Soua, comment ils étaient à tel endroit, ce qu'ils faisaient, leur comportement. Après, on dit que c'est lui qui va me juger. Mais je dis non. Quand vous voyez ce que sont devenus ce qui étaient certains commissaires, certains policiers, certains enquêteurs, et c'est une affaire où parfois on vous perd un temps inouï. On vous perd un temps. Vous arrivez dans un commissariat, on doit vous entendre. C'est parfois à 20 h, vous venez à 7 h, vous n'avez pas mangé, vous n'avez rien bu. On vous traîne comme ça expressément, on vous entend dans la nuit. Et après, un monsieur dit que, ok, vous pouvez rentrer chez vous. Ou bien. Parfois même vous êtes gardé à vue. Parfois vous êtes gardé à vue pour qu'il y ait des interventions à gauche. On commence, les familles commencent à cotiser et tout ça pour vous faire sortir. Un gars s'enrichit comme ça, alors qu'il a un salaire. Donc, ouais, malheureusement, je regarde souvent tout cela avec des dents. Tout cela avec des dents. Et parfois, je ne m'approche même plus de ces gens-là parce que j'ai souvent la rage quand j'arrive. Pour rien, on vous prive de votre liberté pendant des heures. Et les Camerounais, dès qu'il rentre chez lui, il dit même merci à ce bonhomme qui l'a puni toute une journée pour rien. Donc c'est pathétique. Et c'est valable au niveau du tribunal, au niveau des commissariats, au niveau de la prison centrale, de la prison, quand vous arrivez là-bas, le spectacle que vous voyez, le spectacle que vous vivez, ne vous encourage pas. Donc, effectivement, moi j'ai déjà pris plusieurs fois, mais bon, une fois là, avec l'affaire Vanessa Tchatchou. Oui, on vient manifester à l'hôpital général, les gars nous lancent. J'étais accompagné de Sosten Souda, Alain Foguet, Thierry Okala. Les gars nous balancent dans le camion comme ça, ils commencent à nous donner les coups de poing. J'ai failli répliquer le jour là, à un là. Mais vous avez le tenu. Oui, je vous dis. Arrivé, on nous entend pendant toute une journée, hein, pour une affaire comme nous, on n'a même pas commencé la marche. On nous entend, pourquoi vous entrez dans les affaires de telle tribu, ainsi de suite. Regarde ce que des connards peuvent dire. Des connards? Oui. Retirez ce mot. Ah, vraiment, je vous dis, bon, je peux retirer parce que c'est vous, mais je vous dis, quand des gens te disent que pourquoi tu t'impliques dans les affaires des autres tribus, tu es du Sud, ils sont pires que ce que j'ai dit là. Je les ai regardés comme ça. C'était ici au premier. Donc, en réalité, ce pays, et c'est pour ça que quand ces gars ont les 100%, encore, je vous dis que ça ne sert à rien le vote. Parce que leur politique même d'incarcération, leur politique d'arrestation, de tout, c'est gênant. C'est gênant. C'est pour ça que bon, j'ai pitié de votre confrère. C'est celui qui l'a aussi joué au lâche là-bas et tout. On l'a embrigadé. Maintenant, qui nous donne au moins le nom du magistrat qui nous dérange, on essaye de voir pour qu'on contribue au moins à la dénonciation et à sa libération. C'est une affaire, les affaires des commissariats, des gardes à vue et tout ça. C'est une affaire où on ne respecte rien, rien à rien. Et c'est une affaire d'argent. Ils ont des caisses noires. Et vous savez aujourd'hui, dans toutes les barrières de police là, les barrières de police,
vous allez payer là-bas, vous arrivez vous allez partir en Bancomo. Ah oui, bien sûr. Oui, on fait descendre 50 personnes qui n'ont pas de carte d'identité, mais les 50 reviennent dans le bus. Ça s'est passé comment? Sans aucun papier. Ça s'est passé comment? Ils sont allés dans la chambre noire, ils ont donné un peu d'argent, ils sont remontés. Une histoire de secours, c'est ça? Oui, et tout le monde vit ça, c'est un spectacle, on démarre, on s'en va. Mais c'est cette mauvaise société que nous avons aujourd'hui. Allez, Non, Jeanne. je Oui, Thierry Dufy. Mais ce n'est pas le thème du débat. non, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser, vous savez. Laissez passer ce que Non, papa dit. nous sommes ici également. Il y a beaucoup de gens qui Pour éduquer les citoyens. et qui sont en tête d'une formation de développement. Donc je pense qu'on ne peut pas, je ne suis pas d'accord avec vous, bien que je partage sa frustration. Mais je crois que franchement, dans une république, lorsque vous, citoyens, vous recevez une convocation de gendarmerie de police, il faut le défier. C'est le devoir du citoyen. Il faut le défier. Bon, maintenant. Juicy, s'il te plaît. Oh. S'il te plaît. Cette société où vous nous demandez, plus, sans demander aux autres, cette société commence à me gêner. Vous comprenez, non? Parce que je vais déférer à cette convocation. Je te remets la parole. Oui, j'arrive à 9h. On me reçoit à 21h. Parfois, on me garde pour rien. Dès qu'il y a un contrôle de la justice pour vérifier pour vérifier, on me fait sortir rapidement, ainsi de suite. Qui paye la note là? On m'a pris de 8h jusqu'au lendemain. Qui paye la note là? Hein? Qui paye la note? Qui paye la note? Je crois que Prochainement, il va t'envoyer les factures quand on me fait ça. la question de vous est très bonne. Mais sa réponse est mauvaise. Elle n'est pas acceptée. Il y a des voies de recours. Vous pouvez vous plaindre. Ça vous fait rire, c'est vrai qu'il y en a qui ont expérimenté ce voie de recours et qui n'ont pas eu justice. C'est pour ça que je voudrais m'adresser aussi aux patrons de la gendarmerie, aux patrons de la police aussi. Il y a des citoyens qui ont été victimes de vexations et d'abus. Et qui parfois ont le courage de dénoncer à travers des correspondances. Mais il faut bien évidemment que ces autorités-là s'assurent que est-ce que ces abus ou les auteurs de ces abus ont été sanctionnés. Donc, nous ne sommes pas dans une république parfaite, mais n'encourageons pas le chaos. Si vous recevez une convocation de police ou de gendarmerie qui est régulière, il faut y aller. Mais maintenant, en partant, faites un maximum de publicité autour. C'est une forme de... Et entourez-vous au besoin d'un avocat. Si vous prenez, c'est vrai que dans certains regards, lorsque vous n'avez un avocat, on chasse l'avocat. Vous êtes bien au courant de cela. Donc, mais je crois qu'il faut toujours, quand vous recevez une convocation, ne partez pas incognito. Vous pouvez vous retrouver très loin, donc informés autour de vous, mais déférez surtout. Et bien évidemment, il y a des associations de défense des droits de l'homme. Je pense que le délégué général Africain national, qui peut-être écoute cette émission, n'est pas... Bien sûr. Donc je crois quand même que nous connaissons tous sa rigueur, nous connaissons tous son patriotisme, et celui qui a la gendarmerie également, nous connaissons bien évidemment sa rigueur, son patriotisme. Donc je pense que n'encourageons pas la République du laisser aller, essayons plutôt de voir comment nous pouvons construire en dénonçant ceux qui commettent les abus et en appelant à ce que ces personnes-là, qui soient en tenue ou pas, soient sanctionnées conformément à la loi. En tout cas, on ne va pas vous demander si vous avez été déjà convoqué une fois, mais on reste dans les nouvelles des chocolats du nouveau du côté de Mirror Radio. Dimitri Foba, nommé directeur général adjoint de Mirror Radio, présentateur de la matinale, il occupait la fonction de directeur des ressources humaines avant sa nomination. Le but là, c'est une plateforme dédiée à toute l'Afrique. Le média français en ligne l'a annoncé le mardi 2 mai dernier sur les réseaux sociaux. La plateforme Brut Afrique sera officiellement lancée à partir du 15 mai 2023. Brut est principalement destiné aux jeunes qui souhaitent s'informer sans passer par la télévision ou la presse. Il diffuse essentiellement ses contenus sous format vidéo sur les réseaux sociaux. Ces vidéos sont visionnées dans plus de 100 pays. Aujourd'hui, le média estime son audience à 2 milliards. Et Jacquino Moulon, correspondant de Kino Télévision dans le Mungo, a rangé sa caméra. Oh oui, pas son nom. Jacques Melon, plus connu sur le nom de Jacquino Molon, est décédé le mercredi 3 mai des suites d'un accident de la voie publique. Selon nos informations, il revenait d'un reportage dans le groupe Manengouba. Il était dans la suite de la délégation du délégué du ministère de l'Éducation de base pour le Sud-Ouest. Le véhicule transportant les journalistes a perdu les freins, faisant 2 morts et de nombreux blessés graves, rapporte Equinox TV. Allez, il y a un second sujet de cette émission, contribution pour le 20 dans le littoral. Le gouverneur annule
L'acte du préfet du département de Vouri, la demande de Samuel Dudoni Varadibois. Bon dimanche, Jonathan. Bon dimanche à tous. D'accord. Alors, la demande de Samuel Dudoni Varadibois à Benjamin Boutou de rappeler son acte exigeant la contribution financière au maire prévu par le droit. Le 28 avril dernier, le gouverneur littoral a demandé au préfet du Vouri de rappeler un acte. Il s'agit de l'exigence de 43,5 millions de francs CFA au maire de la ville et aux 6 maires d'arrondissement. Le montant étant destiné à l'organisation de la fête de l'unité nationale dans le Vouri. Dans un message porté, le préfet a donné jusqu'au 10 mai prochain aux magistrats municipaux pour faire parvenir cet argent. Mais visiblement, le gouverneur a justement demandé au préfet de ne pas souscrire à cela. Pourtant, selon la loi, c'est prévu, généralement tous les fêtes du 20 mai, on attribue une dotation pécuniaire au préfet, au sous-préfet, entre autres. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui Samuel Dudoni Varadibois demande justement au préfet de rappeler cet acte-là? Non, il faut dire que le 20 mai, pour certaines personnes, certains business, vous connaissez le business de la tribune du 20 mai ici à Yaoundé. Je crois que c'était la chasse gardée du ministre délégué à la Défense et de certains généraux. On le faisait chaque fois. Il y a également le business des réceptions au palais de l'unité. Selon la statut officielle, le président de la République communiait avec les Camerounais. Bon, comme quand on regardait les images, on voyait que parfois il causait avec ceux avec qui il échange, qui ont des fonctions officielles, et qui peut-être hors caméra, ils échangent régulièrement. Vous savez tous que c'est aussi ça le business des réceptions au palais de l'unité. On était là dans du milliard, rien que pour manger et boire. Bon, parler de l'unité. Non, c'est. Avec le Covid, ces cérémonies n'ont plus droit de citer. Et maintenant qu'on est en train de revenir vers le 20 mai, je crois qu'il y en a qui renouent avec les vieilles pratiques, comme quoi les vieilles habitudes, on l'a pas dit. Donc je crois que ce préfet, lui, il est dans la même logique que les autres. Le 20 mai, c'est pas une fête pour célébrer l'unité nationale, comme tous les Camerounais le pensent. Pour certaines personnes, c'est juste une opportunité pour s'enrichir sur les pauvres populations. Bon, on a vu qu'il s'est adressé au maire, il a demandé de l'argent pour le 20 mai. Et vous apprenez à vos auditeurs qu'en vérité, l'État met à la disposition de ces autorités-là un budget pour le 20 mai. À quoi devait lui servir l'argent que les mairies et la mairie de ville devait envoyer? Donc je crois qu'il faut bien évidemment regretter cette attitude et il faut saluer l'action du gouverneur littoral. Je pense que c'est une bonne chose, il faut arrêter ça et il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faut bien évidemment que ce préfet-là, puisqu'il est, je peux passer moi l'expression, il est récidiviste. Il y a quelques mois, une correspondance à lui a circulé sur les réseaux sociaux où il était question, c'était à l'occasion des obsèques, je ne sais pas qui l'avait perdu, c'est toujours dur de perdre un être cher, mais qui demandait au responsable des bâtiments du Cameroun de mettre à sa disposition du vin et bien d'autres choses. Et je crois que la correspondance, ce qui nous avait choqué, nous qui sommes les militaires, c'était avec l'enquête de l'État, la préfecture, pour une demande privée. Donc c'est aussi ça. Donc il y a des gens qui utilisent leur position comme des positions de rente pour rançonner, pour se faire de l'argent. Et je crois que ce préfet en est une illustration. Donc maintenant, ce n'est pas bien, vous savez. Quand vous êtes préfet, vous commandez un département et vous rabaissez de la sorte, vous rabaissez de l'argent, vous demandez de l'argent à n'importe qui. En vérité, vous perdez votre dignité et par-delà même le respect de votre fonction. Maintenant, il y a des gens qui vont parler des préfets comme s'ils parlaient de leurs amis de fac, non. Parfois, ce n'est pas la faute de ces gens-là, c'est qu'eux-mêmes, ils voyaient les dérives, ils voient comment ces autorités-là se rabaissent, comment ils se rafraîchissent, comment dans leur fonction quotidienne, ils sacrifient tout pour de l'argent, ils demandent des services indus. C'est difficile à imaginer, et je pense que c'est même difficile à concevoir le fait que ce préfet soit encore en fonction en ce moment. Donc c'est très difficile. Je pense qu'il faut que dans ce pays, nous apprenions à sanctionner. Ce préfet a une hiérarchie. Ce qu'il a fait vraiment, je pense que s'il faut qualifier ça sur le plan du droit, c'est une tentative d'extorsion de fonds. Il me semble que c'est un délit. Et je crois que franchement,
même tout un procureur de la République peut se saisir de ces affaires, s'auto-saisir, ou bien il peut avoir, si le procureur estime que ce n'est pas très important, il y a d'autres affaires, on a parlé de Savannah, peut-être que le procureur pourrait peut-être penser que bon, il y a du conflit, mais je pense que à défaut d'avoir une action judiciaire en contre de ce préfet, il faudrait bien que sa hiérarchie commence déjà à voir comment on doit envoyer ce préfet à la retraite. Il me semble qu'il est déjà à la retraite. Donc voir comment on peut le décharger de ses fonctions, parce que là c'est vraiment indigne. Vous savez, les communes demandent de l'argent pour faire fonctionner des instructions d'eau et autre chose, mais vous avez un préfet qui veut lui demander de l'argent, impose un montant et ne dit même pas à quoi cet argent va servir. Comment on est dans une république des rapides, une république des escrocs, une république de mendicité. Bref, c'est des choses comme ça qui ne vont pas au Cameroun. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, le fait que ce préfet soit toujours en fonction, c'est un gros scandale pour l'administration territoriale. Alors, Marcel Bissala, est-ce que le préfet du département de Bouri a fait preuve de voracité? Non, on ne peut pas. Je trouve excessif le mot voracité. Je voudrais dire qu'il a certainement commis une. Et c'est des humains, c'est ça aussi, c'est à ça que c'est l'administration. Voilà pourquoi elle est hiérarchisée, voilà pourquoi elle est contrôlée, voilà pourquoi les actes qui y sortent doivent être frappés du sceau de la légalité. À l'introduction, vous avez bien rappelé que cet acte administratif a été rattrapé par le contrôle hiérarchique. Le plus immédiat, qui est celui du gouverneur de la région, qui a jugé que l'acte n'était pas opportun ou nécessaire. Ou sinon, s'il est même nécessaire, dans la méthode, je reviens encore là-dessus, le préfet a usé une méthode qui n'était pas régulière à la science administrative et aux us de l'administration, parce que lorsque vous intimez, et c'était avec un ton aussi autoritaire, aussi grave, dans un environnement de décentralisation où vous êtes autorité de tutelle, ça m'a semblé un peu... il aurait pu, avec un peu de tact, résoudre ce problème-là dans une réunion, dans une communication où il peut, avec les maires, puisque les maires doivent participer à l'organisation, c'est évident. Mais maintenant, s'il est le coordonnateur départemental de l'organisation, il devrait simplement appeler les sous-préfets dans une réunion de coordination où participent les maires et leur dire voilà le budget prévisionnel pour l'organisation de notre fête nationale dans le Bouri, et voilà ce qu'il faut. Et là, les maires, de manière délibérée, et je crois que c'est la position du gouverneur aussi, où le gouverneur dit que le préfet n'a pas exigé un montant, parce que c'est là où le bas blesse. Il n'a pas demandé aux maires de donner tant dans un environnement de décentralisation où les collectivités territoriales décentralisées s'auto-gèrent de manière, ont une autonomie administrative et une autonomie financière. Ces personnalités-là sont bien conscientes qu'elles doivent participer à l'organisation de la festivité du 20 mai. On ne peut pas faire de fête sans argent, ça c'est vrai. Et l'autorité administrative en tant que préfet, il n'a pas un budget pour l'organisation de cela. C'est avec la contribution de ces forces vives, la CCPD-là, qu'on peut réussir l'organisation du côté de Douala. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les maires voient de très mauvais yeux les positions qui sont parfois instructives, qui viennent des autorités administratives, qui doivent simplement rester dans le cadre fixé par le Code général des collectivités territoriales décentralisées, à savoir 2 points qui conduisent la tutelle: contrôle de légalité et l'appui conseil. Et maintenant, le contrôle de légalité, ils ne sont pas dans ce cadre. L'appui conseil même, dans le cadre de la gestion de ces collectivités-là, ils ne sont pas dans la correspondance. Donc, je n'ai pas retrouvé la correspondance du préfet dans l'un des 2 cadres de la tutelle des collectivités territoriales décentralisées. Et je crois que le gouverneur a bien géré la situation. Et aujourd'hui, les CPD et les patrons de ces CPD-là, conscients du fait qu'elles doivent participer à l'organisation de cet événement, ne tarderont pas à réagir conformément à leur budget qui ont été bien définis, parce qu'on ne va pas dépenser de l'argent qui n'est pas destiné à certaines lignes. Mais ces CPD-là ont des lignes qui sont des lignes purement sociales et qui rentrent dans les activités culturelles et effectives. Je crois qu'elles pourront puiser là-dedans
des montants conformément à leur disponibilité. Parce que quand le préfet dit que donner 2 millions, donner 3 millions, donner 4 millions, mais le préfet n'est pas en possession des états comptables actuels de ces collectivités-là, elles ne vont pas aller prendre un agent qui n'est pas destiné aux activités culturelles pour financer l'organisation. Vous ne pourrez pas justifier cela devant la Chambre des comptes ou une juridiction que j'ai pris de l'argent pour le 20 mai, alors que l'argent n'était pas destiné. C'est soit un détournement ou il faut des gestions. Et je crois que il faut que le préfet, qui, voyez-vous, ça devient encore un nouvel acte. Il a déjà été pris dans un acte pareil, similaire. Là, c'était pour les affaires privées. Oui. Et là, il faut qu'il essaye de mettre un peu d'eau dans son vin. Et même si, aussi, il faut dire que la correspondance n'était pas destinée à la presse ou au public, elle a fuité simplement. Et si elle n'avait pas fuité, on n'aurait pas fait le débat. Mais même si elle n'avait pas fuité, si elle a l'habitude d'adresser ce genre de correspondance, ce n'est pas bon pour la réforme étatique et la décentralisation et les us, parce que les cadres de l'État au niveau du département, ils ne devraient pas, à mon sens, s'aventurer ou alors rentrer dans ce genre de considérations et de pratiques qui ne donnent pas la République. On rappelle la législation en vigueur au Cameroun. Le gouverneur qui est le supérieur hiérarchique du préfet, il exerce un pouvoir de contrôle sur les actes de ce dernier. Ce contrôle hiérarchique intègre en même temps le contrôle de l'opportunité des actes et celui de leur légalité. De facto, le patron de la région peut suspendre un acte du préfet, l'annuler ou lui demander de le rappeler, comme dans le cas d'espèce. Et cependant, ce rappel ne sanctionne pas l'illégalité de la demande préfectorale. En effet, la circulaire conjointe numéro 00427 des ministres de la présence territoriale et de l'économie et des finances du 28 juin 2002 donne des précisions à ce sujet. Le déblocage des fonds communaux sur la base d'actes déréglementés est une procédure exceptionnelle. Les autorités municipales ne doivent y recourir que dans 3 cas. 1. La survenance d'une catastrophe. 2. L'enlèvement. Et 3. L'inhumation des corps abandonnés. La contribution de la collectivité territoriale décentralisée aux célébrations marquant les fêtes et cérémonies officielles, à l'instar de celles du 20 mai, du 11 février, ont prévu à leur époque les anciens ministres Mifa Mboutou, Michel et Ferdinand Kungu Etima. Alors, parfois, Loïs Boum, quel est le loi que vous avez porté sur ce chef de connaissance du gouverneur de la région littorale et le préfet du département du Bourg? D'abord, le jour où le préfet Mboutou, Benjamin Mboutou, oui, a rendu public la note, ou bien qu'on a fait rendre cette note, j'ai dit que oh, le pauvre, il est malchanceux. Parce que c'est le même qui, lors des obsèques de sa mère, avait demandé des casiers de bière aux brasseries et tout ça. Et ça a été rendu public par le directeur des brasseries. Un blanc, vous savez, chez eux, c'est souvent ce genre de choses. Quand ça arrive, ils s'interrogent. Et ça, le deuil s'est finalement bien passé, mais avec un goût d'inachevé par rapport à cette affaire. Voilà que quelques mois plus tard, il vient de façon sauvage, brute, demander l'argent au maire, au maire de la ville, avec des répartitions bien définies. Évidemment, tout cela se passe dans ce pays. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, ce n'est pas que ça ne se fait pas, mais peut-être la manière, mais aussi une affaire de malchance. Parce que il est tombé sur quelqu'un qui a fait publier ça. Mais je vous dis, dans tous les arrondissements, c'est le moment des vaches grasses pour les autorités locales. Parce qu'il y a des demandes au niveau des commerçants, au niveau des maires, au niveau de tel ou tel. Maintenant, bon, le gouverneur, évidemment, dans son populisme, parce que même dans l'affaire là, il reçoit la plus grosse part. Si on fait un audit sur ce qui s'est passé les années antérieures, vous trouverez que le gouverneur lui-même a déchargé ce genre d'argent plusieurs fois. Mais comme ça a chauffé au niveau de la toile, il veut se laver simplement les mains et dire hey, mon frère, tu vas avec ta malchance. Qu'on ne dise pas que je demande l'argent à gauche ou à droite, alors qu'il est le bénéficiaire. Il est là depuis au moins 5 ou 6 ans, 7 ans même. Donc c'est des pratiques permanentes qui se font au niveau des arrondissements
au niveau des départements, au niveau de la région, et plusieurs autorités administratives en profitent. Et là, ça pose vraiment le problème de la budgétisation de nos événements. Est-ce que lors d'une fête comme celle de l'unité, celle du 20 mai, parce que votre affaire d'unité là c'est pour vous et le RDPC, lors de la fête du 20 mai, est-ce qu'il n'y a pas un budget prévu à cet effet, au lieu d'être victime à tout moment de la mendicité? Et c'est ce genre de sorties informelles qui font que chacun se lève le matin et prend de l'argent sans pouvoir justifier. On va dire que, parce que quand le maire dit qu'il a donné 9 millions, peut-être 5 millions, dans l'écriture comptable, il va mettre 15 millions pour la fête de l'unité. Quand le gouverneur même reçoit l'argent là, d'abord il ne signe pas quelque part, parce que c'est souvent de l'argent sombre, dont les gars ne signent pas, on ne décharge pas. Et l'argent qui vient de l'État même, comment est-ce que ça s'organise pour cette affaire? Parce que la fête de l'unité, c'est quand même budgétisé. On sait que dans telle région, il faudra ceci, il faudra cela. Pourquoi est-ce qu'on fait encore les raquettes au niveau des populations et même des mairies? C'est un sujet que vous pouvez enquêter. Les journalistes, par exemple, pour la ville de Yaoundé, vous essayez de voir, vous interrogez le préfet, vous interrogez le gouverneur, vous lisez même la loi des finances. Est-ce que les mairies doivent donner de l'argent pour cela? Si oui, à quelle hauteur? Parce que tout ça est encadré au niveau du conseil municipal. En principe, le conseil municipal doit savoir que pour la fête de l'unité, voici les différentes lignes. Est-ce que ce que le préfet a demandé là, ça entre dans une ligne budgétaire? Est-ce que, voilà autant de choses par rapport à la décentralisation et où on puise de l'argent pour des choses parfois inutiles, pour enrichir les gens. Et quand vous allez en boîte le soir, vous allez voir des gars en train de prendre les boissons de 100, des whisky de 200 000, ainsi de suite, sans savoir que justement c'est l'argent de ces lignes. Donc à côté de la ligne 94, voilà une autre ligne qu'on peut appeler la ligne 90 ou bien 0094, dont plusieurs préfets et sous-préfets et gouverneurs s'empiffrent. Pourtant, dans d'autres villes camerounaises, dans d'autres régions camerounaises, c'est une réalité qui est observée, même si les consonants ne sont pas fuités, ne fuitent pas sur la toile. Est-ce qu'aujourd'hui, comment doit-on régler ce type de pratique, notamment dans une république déterminée? Est-ce qu'on doit continuer toujours à ponctionner un ensemble de ressources pécuniaires auprès des mairies et autres collectivités territoriales décentralisées? Je dis généralement que la chaise bout là où elle est attachée. C'est la réalité au Cameroun. Vous savez, chacun, lorsqu'il détient une parcelle de pouvoir, ou qu'il y a un pouvoir de signature, il en fait un objet de commerce, d'enrichissement illicite. Et on a vu ce préfet utiliser cela. Je crois qu'il n'a pas inventé le phénomène, mais j'ai lu, comme parfois on m'a dit, il est peut-être malchanceux. Ces initiatives de mendicité se retrouvent toujours sur la place publique. Mais il faut reconnaître qu'au Cameroun, franchement, on a un gros problème de moralité publique. Et aussi ceux qui accèdent parfois aux fonctions de décision. Comment ils font pour entrer là? Comment on fait pour entrer à l'ENA? Comment on fait pour entrer à l'ENA? Comment on fait pour obtenir le concours de police, etc. Si vous menez les enquêtes, vous allez voir que ce n'est généralement pas le mérite. Pour certaines personnes, ce n'est pas parce que ils ont été méritants ils ont pu intégrer ces grandes écoles. Généralement, il y a des sommes d'argent qui circulent. Les gens achètent, on achète des places, on achète des diplômes. Et quand on se retrouve en service, bien évidemment, tout ce qu'on a souvent l'habitude d'acheter, cette fois-ci, on se remet aussi à vendre. Les gens vendent leurs signatures. Si vous voulez tel acte, allez, vous devez payer. Et très souvent même, ça se passe de bouche à oreille. Il n'y a pas une caisse pour cela. Vous allez à une mairie, vous sollicitez un document, quelqu'un vous a coûté, il faut que vous ajoutiez 2000 francs sur le document que vous allez envoyer à la signature du maire. Pareil à la sous-préfecture, parfois on demande à l'agent pour des choses qui ne sont pas censées être payantes. Et là aussi, il y a bien évidemment la CONAC, la Commission nationale anticorruption, qui a mené une campagne, et qui mène même déjà une campagne dans ce sens, en disant que le service public est gratuit. Donc je crois que la CONAC doit maintenant intensifier son action, parce que
Voyez-vous, vous avez tout un préfet d'un département aussi important comme celui de Bourg, qui, comme ça, à l'occasion du 20 mai, décide d'en faire une opportunité d'enregistrement ici. C'est très grave sur le plan de la moralité publique. Je crois que chez nous, si on n'a pas la culture de démission, on doit quand même apprendre à démissionner ce type de personnes. Il en va de la crédibilité et même de l'image de marque de tout un pays. Si vous ne pouviez pas, comme ça, vous mettez à demander de l'argent, vous ne précisez même pas à quoi ça va servir concrètement. C'est pour la fête, mais ça va dans quel ça va servir à quoi? Et si on découvre même que généralement ces préfectures reçoivent une dotation de l'État pour le 20 mai, ça sera encore plus grave. Donc pour moi, je pense que parfois quand ces choses arrivent sur la place publique, c'est pour que nous prenions conscience du phénomène. Et qu'ensemble, après avoir dénoncé bien évidemment, nous essayons de voir comment on peut faire pour éradiquer cela. Le Cameroun paie chaque année beaucoup d'argent pour la corruption. La CONA parlait de près de 100 milliards de francs, c'est pas comme c'est bon. Cela va dans ce type de mentalité où des gens, parce qu'ils sont un poste, veulent tout, penser que c'est pour eux le moyen de s'enrichir. C'est sûr, il y a des gens ici, peut-être que ce préfet-là avait un chantier, où il a des chantiers, et chaque fois, il sait que quand il y a un événement, il va en profiter pour augmenter 3 ou 4 patrons sur son chantier. Parfois, c'est cette habitude-là, il faut mettre fin à cela. Nous avions, comme je le disais tantôt, nous avions un grand problème de moralité publique, et je pense qu'il faudrait que nous commencions à combattre cela en mettant fin à l'impunité. Parce que ce préfet, on a rappelé sa note, c'est-à-dire on l'a annulé. Ça, c'est la véritable réalité, la note a été arrêtée. Mais est-ce que lui, il va s'en tirer comme ça? Après avoir fait ce qu'il a fait là, est-ce qu'on va le regarder comme un dossier comme ça? Je pense qu'il faut également que ceux qui ont le pouvoir de le démissionner prennent leurs responsabilités. Parce que nous ne pouvions pas. La même personne est impliquée dans une affaire assez grave. Vous avez des obsèques, vous utilisez l'entête de l'État pour demander des services pour une affaire privée. Vous auriez encore pu le faire en tant qu'individu. Il n'est pas interdit à ces autorités d'avoir des amitiés, d'avoir des amis. Mais quand vous allez dans vos choses de mendicité, là, laissez le drapeau national de côté. Laissez la devise du Cameroun. Elle appartient à tous les Camerounais. Parce que quand vous utilisez l'entête de l'État, c'est comme si vous associez tout un pays à cet acte dégradable. Donc, allez-y, faites-le à votre nom. Si vous voulez de l'argent au maire, pour, comme on dit en langage simple, si vous voulez le dépannage au maire, mais allez demander au maire le dépannage. Qu'est-ce que vous en avez toujours à utiliser les attributs de l'État, les symboles de l'État? Donc, c'est très grave. Très grave ça. On ne doit pas utiliser les symboles de l'État n'importe comment. On ne doit pas utiliser une entête avec les attributs de l'État n'importe comment. Le Cameroun est un pays quand même qu'on doit respecter. Vous ne pouvez pas, lorsque vous avez perdu vos parents, ce qui est grave, et même lorsque vous êtes quelqu'un qui, vous êtes très proche déjà, lorsque vous êtes frappé par le malheur, les aides sont spontanées. Je ne crois pas que vous avez même besoin de demander aux gens de vous aider, mais c'est spontané. Si vous avez l'habitude d'aider les gens quand ils sont en détresse, quand vous serez en détresse, il va de soi que ces gens viendront vous aider. Oh, qu'est-ce que vous en avez à utiliser les attributs de l'État? À utiliser une entête avec la République du Cameroun, la devise paix, travail, patrie, etc. Mais c'est très grave. Ça veut dire que ce monsieur-là a vraiment, il ne sait même pas ce que le Cameroun représente. Donc je crois qu'il y a tout ce côté-là qu'il faut voir. Parce que vous ne pouviez pas être le représentant du chef d'État dans votre département. Donc vous êtes celui-là même qui est garant des institutions républicaines, qui a fait vœu de protéger la constitution du drapeau national. Et vous utilisez les entêtes dans ce type-là. Donc c'est très grave. Très grave. D'accord. Alors, Marcel Bissela, comment méprimer l'utilisation des sceaux de l'État dans ce type de pratique? Oui, je crois que pour moi, je l'ai reconnu en disant que pour un administrateur civil de la CRAM du préfet du Bouri, qui a une longue expérience dans la préfectorale, une longue expérience, je crois que même s'il avait, comme dit Thierry Jussi, acheté son entrée à l'ENAM, après une telle carrière, je crois qu'il n'est plus en train de rechercher l'argent qui lui a permis d'entrer. Ce sont des maladresses qu'il faut corriger dans l'administration camerounaise. Et c'est le propre des jeunes États comme le Cameroun. Vous verrez qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop un grand fossé entre quelquefois la fonction administrative et la personnalité qui incarne la fonction. Il y a très souvent un entremêlement
qui existe dans l'administration. Et il faut bien que les administrateurs, surtout de cette expérience-là, puissent briller par l'exemple. Puisque, imaginez-vous, de sa position, il reçoit les stagiaires des NAM, les futurs administrateurs comme lui, tous les ans, qui viennent se former à ses côtés. Ils ne doivent pas apprendre de ce genre de pratiques-là pour les perpétuer une fois qu'ils seront aussi appelés à honorer ces fonctions. Voilà pourquoi nous sommes très durs envers ce genre de pratiques. Nous les condamnons. Mais je vous rappelle également qu'on ne fait pas de fête, on ne célèbre pas l'unité sans argent. Il y a beaucoup de dépenses qui doivent être effectuées là. Et la préfecture n'est pas une administration qui a un budget fixe comme peut-être une mairie. Et que les maires, les collectivités territoriales décentralisées sont d'office dans la coordination, participent de la coordination de ces festivités-là au niveau local. Et la même situation, la situation n'est pas la même à Yaoundé. Par exemple, Yaoundé abrite la grande parade nationale. La grande parade nationale, et en abritant la grande parade nationale, l'État est directement impliqué par tous les services qui participent. Vous avez le ministère de la Jeunesse, vous avez la présidence de la République, vous avez le ministère de la Défense, la Sûreté nationale. Bref, toutes ces organisations, jusqu'au ministère de la Communication. Et donc, la situation, le préfet du Fundi n'est pas lié directement par l'organisation. Il participe, il coordonne au niveau départemental, mais il ne va pas chercher le financement pour l'organisation. Ce n'est pas le cas dans les zones reculées, dans les autres 10 régions, dans les autres chefs-lieux, les 9 autres chefs-lieux. Parce que là-bas, il n'y a pas un fonds directement d'implication de l'État dans l'organisation. Voilà pourquoi les autorités locales se mobilisent et s'organisent comme elles peuvent pour que la fête réussisse. On ne peut pas faire cette organisation sans argent. Il faut de l'argent. Mais je condamne la méthode. Ce n'est pas l'idée de faire participer les collectivités qui est mauvaise. Parce que les collectivités, je rappelle également que dans leur ligne budgétaire, il existe bien des lignes à vocation culturelle, à vocation festive, même à vocation sociale. Mais le préfet n'a pas à donner, j'ai condamné aussi le ton sur la forme, l'injonction. Et là, en tant qu'autorité de tutelle de CTD, on peut analyser qu'il a l'habitude, même pour les autres actes concernant les CTD, de faire des injonctions. Et ce n'est pas dans le sens de la décentralisation, ce n'est pas acceptable. Et moi, je dis également que le débat, on le fait aujourd'hui, mais la situation s'est bien soldée parce que l'autorité directe de contrôle hiérarchique a rétabli l'ordre et a annulé cet acte-là. Et l'a réformé et si possible à recadrer. Et je crois que directement, qui peut le plus, peut le moins, il va plus s'impliquer au niveau du Bouri, aussi comme dans les autres départements pour que l'organisation ait lieu. Parce que nous célébrons notre unité, nous célébrons notre fête nationale, tout le monde doit être fier de donner de l'argent, mais la méthode pour faire, peut-être, on analyse ça, on interprète comme grave Thierry Jussi. Alors, tirons les leçons de cette annulation de l'acte du préfet du département de Bouri. Non, moi je suis un gars, il faut qu'on fasse l'audit de tout ce qui a été fait de cette nature depuis longtemps et qu'on essaye de voir, de partager les responsabilités et que ça c'est au niveau du préfet, mais que fait le gouverneur, que font les ministres dans ce type d'opération. Donc, et c'est sans surprise, quelqu'un l'a dit, c'est un système corrompu qui vit de la corruption, qui se nourrit de la corruption. Et il n'y a pas d'autre chose. Si vous entrez dans d'autres domaines, ça sera la même chose. Donc, le préfet est juste un petit corrompu parce que lui fait ces choses avec toute la malchance. On découvre, les autres font, on ne découvre pas facilement. Donc, c'est tout ce que je peux dire par rapport à cela. Et c'est cette corruption qui nourrit le système. Si le pouvoir est encore là aujourd'hui, c'est parce que le système est corrompu. Vous arrêtez la corruption, le système tombe. Le système tombe. Ok, c'est le mot de fin de cette émission. Aloïs Fatin, vous, Marcel Bézala, Thierry Jussi, merci d'avoir participé à cette émission dont la rediffusion est prévue ce lundi entre 22h et 1h du matin, il est 13h, mesdames et messieurs. Bonjour à tous les acteurs politiques d'ici d'ailleurs.